Bonjour à tous et bienvenue à notre colloque, notre série de colloques consacrée au futur du travail. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé au travail. Au moment où une réforme concernant justement la santé du travail, une réforme d'ampleur se met en place, ce sujet est plus que jamais d'actualité. Et l'actualité, c'est bien entendu la crise sanitaire que nous connaissons et qui questionne les entreprises, les partenaires sociaux et bien entendu les actifs sur leur rapport au travail demain. Travailler, oui, évidemment, mais en bonne santé physique et psychologique, des exigences naturelles pour tout le monde désormais. Les services de santé au travail, disons-le, n'étaient pas véritablement reconnus et ne rendaient pas forcément un service attendu dans toutes les organisations. Je vois Geneviève Thiocourt qui me regarde, mais il faut le dire. Et soyons réalistes, cette activité professionnelle en tant que telle n'a pas fait montre d'une grande attractivité. Et pourtant, c'est essentiel et c'est très dommage. On a besoin de médecins du travail, on a besoin de personnel médical compétent. Bref, il y a du travail pour réenchanter la médecine et la santé du travail et en faire un atout pour vivre mieux au travail ou en télétravail d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nos invités débattront sur les conséquences de la pandémie et dans un premier temps et ensuite sur les enjeux de cette réforme de santé au travail qui est en cours. Mais pour commencer, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir et que dire d'autre d'accueillir Olivier Faron pour introduire ce webinaire. Bonjour Olivier. Bonjour Gilbert et merci beaucoup de me passer la parole. Je suis très très heureux de ce moment qui nous réunit. Ce moment a déjà une petite histoire puisque ces conférences sur le futur du travail, nous avons eu la première qui a très bien marché. Je vois déjà le public qui commence à être nombreux et donc ça a très bien marché. C'est l'occasion évidemment pour moi de me féliciter d'un double partenariat, celui avec le groupe Malakoff Humanis qui est présent tout au long de ce moment, et je salue en particulier ce petit Godon, Thomas Soulier, qui croit profondément dans ce partenariat, et puis le partenariat avec Newstank. Newstank fait un formidable travail, donc j'ai toujours plaisir à le rappeler. Aujourd'hui, nous abordons un autre, je dirais, paradigme, une autre question, une autre dimension du travail, évidemment centrale, qui est celle de la santé au travail. Et je crois que c'était plus que jamais utile de traiter cette question-là. C'est une question qui nous impacte personnellement, individuellement, je dirais aussi en famille, collectivement, et puis dans les entités dans lesquelles on travaille. Quelques mots pour ouvrir la discussion, les débats et évidemment les tables rondes, même si je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je voudrais évidemment insister très rapidement sur quelques éléments qui me semblent importants. Évidemment, cette question santé au travail, elle est particulièrement complexe. Nous avons la chance au CNAM d'avoir beaucoup de chercheurs, dont certains interviendront, qui travaillent sur ces questions-là, d'avoir une chaire sur cette question-là, plus la chaire Malakoff Humanis. Et puis de dire que cette question de santé au travail, il faut l'expertiser, il faut faire des recherches sur cette question-là, bien sûr, d'autant plus que la pandémie a évidemment complexifié cette question et l'a rendue encore plus aiguë. On peut accepter quelques idées fortes sur l'impact de la pandémie. Le premier effet, c'est évidemment le fait que la pandémie accentue les clivages sociaux dans le monde du travail, les clivages entre niveaux ou groupes d'actifs. Je prendrai juste l'enquête Epicov qui a été portée par deux organismes extrêmement importants, INSERM et DRES, qui montrait que 50% des cadres ont travaillé dans un chez-soi total. Est-ce que c'est un vrai télétravail? Je pense que la question reviendra, mais en tout cas, ils ont été à leur domicile, alors que le travail exclusif à l'extérieur est le fait de 40% des employés peu qualifiés. Donc, on voit bien comment il y a une différenciation extrêmement forte. Il y a eu progressivement aussi une espèce d'idée reçue ou de point qui a circulé, qui était que être en télétravail était quelque part, évidemment, d'être protégé de la pandémie et d'être en bonne santé. Or, évidemment aussi, on constate aujourd'hui et on s'interroge de plus en plus, et les chercheurs ou les experts s'interrogent de plus en plus sur tous ces risques produits par le télétravail, le trop de connexion,
cette espèce d'obsession de rester toujours connecté qui fait que, évidemment, nous mettons en place ces espaces, ces plages de déconnexion. En définitive, on peut accepter l'idée que les changements qui sont dus à la crise ont provoqué 3 phénomènes principaux. De l'isolement, d'abord, les télétravailleurs ou les travailleurs à leur domicile sont plus isolés, des bouleversements organisationnels et notamment une réflexion sur la forme de management qui est la plus idoine, et puis en quelque sorte une perte de repères. Je voudrais insister en conclusion, pour respecter le temps qui m'est imparti, sur 2 dimensions qui me semblent. La première dimension, elle est changer. Le travail a changé pour respecter la santé de tous les actifs, la santé des personnes qui sont sous les responsabilités respectives que nous pouvons avoir. Je veux dire très clairement, réinventer des règles de management qui, précisément, contrebalance cette espèce de clivage social trop aigu qui a provoqué le télétravail. Et je pense que ça doit être une préoccupation. Et puis la deuxième réflexion, elle est aussi qu'il faut en quelque sorte positiver ce qui se passe, alors qu'on a souvent un discours un peu défaitiste. En définitive, à commencer par aujourd'hui, nous nous serions vus dans un amphi du CNAM, ce qui était très bien. Là, nous apprenons à échanger, à intervenir par cette webconférence. En définitive, ce sont de nouvelles manières de travailler, de nouvelles compétences aussi, que notamment les plus jeunes peuvent acquérir en suivant leurs cours à distance, ceux qui sont réalisés dans une université ou dans un organisme de formation. Donc, c'est aussi une nouvelle manière de traiter les questions, une nouvelle manière de se projeter. Donc, je suis très heureux d'ouvrir ce beau moment, très heureux que, grâce à Newstank et à Malakoff Humanis, ces conférences sur le travail connaissent une ambition qui est en plein développement et évidemment, je suivrai avec beaucoup d'attention tous ces travaux qui nous apprendront, aussi bien en termes de recherche, d'expertise que de formation, mais aussi en tant que responsables d'institutions à tous les niveaux que nous soyons, nous avons à apprendre parce que la santé de nos actifs, c'est notre bien le plus précieux, c'est ce que nous avons à protéger, c'est sur ça que nous devons capitaliser. Voilà, Gilbert, ce que je voulais dire en introduction de ce moment. Ah, le micro. Gilbert, ton micro. Gilbert, micro. Micro. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'avais coupé pour vous laisser parler, Olivier. Voilà. Qu'est-ce qui a changé pendant la pandémie? L'animateur pris à son propre piège. Voilà, vous l'avez vu. En matière de santé au travail, comme dans notre vie, cela a probablement changé tout. Comment imaginer travailler dans les mêmes conditions avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Charge aux employeurs notamment de créer les conditions d'un retour à la normale, si cela est possible, aussi bien sur le plan physique, je disais, mais également psychologique. Nous tenterons donc de répondre à toutes ces questions avec Anne-Sophie Godon, Olivier Faron, on a parlé, directrice innovation chez Malakoff Humanis, professeure associée au CNAM et directrice par intérim de la chaire entreprise et santé. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Gilbert. Bonjour à tous. Geneviève Thiocourt, qui est médecin, directrice médicale et santé au travail de Saint-Gobain. C'est plus de 30 000 collaborateurs, hein, si je ne m'abuse. 170 000 dans le monde et 39 000 en France. Bonjour à tous. Bonjour Gilbert. Bonjour. Et William Dab, professeur émérite au CNAM, ancien titulaire de la chaire hygiène et sécurité du CNAM. Bonjour William. Bonjour. Alors, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, Malakoff Humanis est partenaire de tout ce dispositif qu'on a mis en place sur le futur du travail et est particulièrement intéressé par le thème de la santé.
Merci, merci Gilbert. Oui, un tout petit mot peut-être pour vous expliquer pourquoi nous sommes là. Donc Malakoff Humanis, c'est un groupe paritaire et mutualiste dont le terrain de jeu est la santé et la prévoyance collective. Alors la prévoyance collective, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, c'est la protection financière qu'on offre contre les arrêts maladie, principalement donc les arrêts maladie de plus d'un mois, mais aussi en cas d'invalidité ou encore en cas de décès. Et quand on regarde en fait dans les différentes études, enquêtes qu'on a pu mener, on voit que 45% des arrêts maladie qu'on indemnise trouvent leur origine finalement dans le travail, dans sa version la plus large. Et puis à peu près 10% des décès qu'on indemnise seraient consécutifs donc à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc en tant qu'acteurs de la prévoyance collective, nous sommes concernés par ces questions de santé au travail, de plus en plus concernés parce que ces arrêts maladie longs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils ont tendance à croître de manière significative depuis plusieurs années. Et donc, on partage cette conviction avec le CNAM depuis déjà longtemps, avec William, que, eh bien, face à cette dérive structurelle et puis peut-être aussi conjoncturelle, on en parlera, eh bien, il faut agir en prévention. De concert avec les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant presque 8 ans, on a décidé de créer cette chaire, donc entreprise et santé, commune entre le CNAM et Malakoff Humanis, et donc qui vise à la fois mener des actions de recherche, mais aussi outiller les entreprises. Alors, vous parlez prévention et vous le savez, Anne-Sophie, Geneviève, William, que c'est le maître mot de la réforme, la prévention. Elle a été placée justement comme fil rouge de toute la réforme qui sera mise en place. On en parlera tout à l'heure de cette réforme. Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'aimerais avec vous qu'on revienne sur cette année 2020, sur cette année, j'ai envie de dire, cette année horrible qu'on a tous connue dans nos vies puisqu'on ne peut pas bouger, ou à l'entreprise où il faut s'adapter, se réadapter, se renouveler. Quel regard portez-vous? Alors Anne-Sophie, on va passer la parole à William puis à Geneviève. Vous voulez que je commence, c'est ça Gilbert? Alors Anne-Sophie, vous avez parlé, donc je passe la parole à William. Voilà, c'est ce que... Bonjour à tous. Peut-être la première chose à dire, c'est que une crise sanitaire de cette ampleur révèle, d'ailleurs je pense que c'est pas le mot qui est dans le titre du séminaire, il y a le mot accélérateur. Moi je dirais révélateur des forces et des faiblesses de nos organisations en général et de la place qu'occupe la santé dans ces organisations en particulier. On a vu que en fait beaucoup d'entreprises n'étaient pas, l'État n'était pas prêt, c'était évident pour tout le monde, mais beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes non plus. Et quand même, ce que l'on a vu et qui est qui peut rendre optimiste, c'est une très très grande capacité d'adaptation dans de très nombreuses entreprises. Il y a eu une première phase un peu de sidération où beaucoup de choses se sont arrêtées et puis les entreprises ont bougé avec évidemment une agilité qui est variable, mais elles s'en sont d'autant mieux tirées qu'elles étaient agiles. Le deuxième point, il y en aura trois, je ne veux pas une intervention trop longue. Le deuxième point, c'est que là, je pense que beaucoup d'entreprises ont compris que la santé au travail et la médecine du travail, ce n'est pas un supplément d'âme. Ce n'est pas quelque chose qui existe parce que le code du travail, le juge, l'inspecteur du travail, l'assureur l'exige. C'est quelque chose qui est absolument indispensable pour qu'une entreprise soit performante, que les gens soient bien au travail, qu'ils fassent un travail de qualité. Et je pense que la représentation même de ce que représente la santé dans l'entreprise a considérablement bougé depuis un an. Et le troisième point, c'est que encore aujourd'hui, quand on parle de santé au travail, on parle de médecine du travail, mais ce que cette menace épidémique montre, c'est qu'il est absolument indispensable d'avoir une collaboration pluridisciplinaire
Les entreprises qui s'en sont sorties, qui s'en sortent encore actuellement, ce sont celles qui ont su mettre en place une alliance intelligente entre la médecine du travail et, je dirais, le monde de la prévention, les hygiénistes, comme on dit au CNAM, avec notre diplôme hygiéniste du travail. Voilà pour moi les 3 faits marquants en introduction. Alors, avant de vous passer la parole, Geneviève, permettez-moi, parce que vous êtes la praticienne, hein, vous êtes du travail, et avant de rebondir sur les propos de William, j'aimerais interroger Anne-Sophie pour lui dire qu'est-ce que vous avez retenu, vous aussi, en tant qu'observatrice et acteur. Nous, en tant qu'assureurs complémentaires, notamment prévoyance, mais aussi santé, c'est une année marquée par 3 phénomènes importants. Le premier, c'est une augmentation des arrêts maladie tirée par les troubles psychiques. On a, entre septembre et janvier dernier, on a doublé le nombre de salariés qui ont été arrêtés pour raisons psychologiques. Donc, des arrêts plus importants, notamment tirés par les risques psychiques. Ensuite, c'est un report des soins. Toutes nos enquêtes nous le montrent. On a entre 8 et 10% des salariés qui nous disent avoir renoncé à se faire dépister, à se faire soigner. Et donc, on pousse devant nous des problèmes potentiels. Et puis, le troisième élément, c'est une moindre consommation en santé. Alors, on peut se réjouir parce que on a peut-être dépensé un peu moins, mais enfin, on peut dire que là aussi, quand on reporte des soins, certains, ils vont arriver, mais ça peut être le précurseur de problèmes de santé plus importants. Alors, Geneviève, pourquoi j'ai gardé le meilleur pour la fin, pardonnez-moi, mais parce que quand on parle de santé au travail, avec vous, vous avez un échantillon imposant, si je puis dire, en termes d'effectifs, et là, on voit bien, est-ce que vous êtes confronté aux réalités décrites par Anne-Sophie? Oui, alors je rebondis complètement sur ce que William et Anne-Sophie ont exprimé. La première chose, c'est que la santé est devenue à la première scène, enfin au devant de la scène, non seulement pour agir, mais parce que c'était un sujet de discussion et les managers ont parlé de leur santé de la même façon que les collaborateurs parlaient de leur santé. Donc, c'était un sujet qui faisait tomber les barrières et tout le monde se retrouvait un peu au même niveau face à l'incertitude, face à la peur, l'inquiétude sur cette maladie. Moi, j'ai été frappée par la prise en main par les managers dont c'est pas le métier au sujet de cette pandémie. Ils avaient tous leur connaissance, la recherche d'en savoir plus. Ils avaient lu tel ou tel article, ils partageaient des modélisations, ils voulaient avancer, ils voulaient maîtriser. Et ça, c'est un point que je n'ai pas rencontré jusqu'à présent sur d'autres problématiques de santé, à part des crises. On a toujours quelques crises dans les entreprises, mais globalement, on a eu des managers et des top managers complètement investis. Et je pense vraiment pas uniquement parce qu'ils voulaient maîtriser le sujet pour des raisons économiques, mais pour protéger leurs salariés. C'était vraiment la première des choses qu'ils avaient en tête. Alors, il y a eu des entreprises mieux préparées que d'autres, celles qui ont des ressources, qui sont structurées en pluridisciplinarité, qui ont, on parle des ressources en prévention, mais j'insiste aussi sur le volet RH qui a été omniprésent parce qu'il y avait un travail monstrueux à mener sur toute la gestion de nos salariés, les chômages partiels, les arrêts, celles qui avaient un accord QVT, celles qui avaient un accord télétravail, celles qui avaient des indicateurs, des systèmes de reporting, ont été à même de piloter plus rapidement, je dirais, la crise que celles qui partaient avec beaucoup moins de structuration que les autres. Ça nous a révélé aussi la confiance que les salariés ont mis dans leurs entreprises, leurs attentes aussi. Ça nous a révélé beaucoup d'inégalités, ceux qui se sont été placés en chômage partiel, qui ont été frustrés, coupables, inquiétés plus que d'autres sur l'avenir de leurs fonctions, les activités dites essentielles, celles qui ne l'étaient pas. On verra peut-être plus tard la problématique psychologique, les addictions, la gestion de sa propre vie au travail, en télétravail et au travail.
et j'abonde dans le sens que celles qui ont le mieux réagi pour mettre en place toutes ces mesures de prévention et de protection étaient celles qui maniaient autour du médecin ou en incluant le médecin, parce qu'il n'est pas question de faire forcément du médecin un pivot central dans cette affaire, ils contribuent en apportant leur éclairage. Ce n'est pas les médecins seuls qui géraient, c'est bien entendu tout l'arsenal de prévention dont les entreprises que les entreprises ont mis en place et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Voilà. Je vous propose de garder la main si vous êtes d'accord. On était quand même, en préparant cette table ronde, on s'est rendu compte qu'on était relativement mieux protégés finalement au bureau où il y avait des conditions drastiques de vivre ensemble par rapport à la maison ou quand on prend les transports, tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose. Je rebondis sur ce qu'a dit William également. C'est un révélateur de force et de faiblesse. Alors, on va s'intéresser aux faiblesses, hein, parce que ce qui va bien, eh bien, on va dire que ça continue d'aller bien. Quels sont les besoins de santé au travail? Après, on posera la question à Anne-Sophie et à William. Quels sont les besoins de santé au travail aujourd'hui et demain? Les besoins de santé au travail, c'est déjà d'avoir des partenaires, qu'ils soient internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, qui soient des vrais partenaires. Pas des partenaires qui se mettent en position au prétexte que voilà, l'entreprise est une source de risque. Mais on est partenaire, on apporte notre conseil et on comprend déjà les préoccupations de l'entreprise. Il n'est pas question de corporatisme et de se jauger d'une part les préventeurs, d'autre part les médecins, d'autre part l'employeur, d'autre part les RH. On doit tous se saisir de la question de la santé au travail avec chacun notre expertise et vraiment travailler de concert pour améliorer. Alors, il faut qu'il y ait un process qui soit établi de la même façon qu'on le sait très bien le faire en matière de sécurité, avec des objectifs, avec une politique, avec des objectifs, avec des outils, avec des indicateurs de pilotage, avec des… Bon, la santé doit se traiter, je dirais, un petit peu de la même façon. On a bien réussi en matière de sécurité. On a des indicateurs, je parle d'ici de toutes les entreprises. Depuis 20 ans, on a baissé notre taux de sinistralité de façon importante. Aujourd'hui, c'est encore un certain balbutiement en matière de santé, pas uniquement sur le risque de pandémie ou le risque de… Mais la santé au travail recouvre évidemment les risques professionnels, puis tout un ensemble de risques dont la réforme met en lumière avec la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, c'est quoi les faiblesses, William? Vous avez dit que ça révélait les forces et les faiblesses. Ben, si certaines entreprises, notamment les plus grandes, ont amélioré leurs résultats, quand on regarde les données au niveau national, on voit que depuis une dizaine d'années, nous sommes au mieux stagnants en matière d'accidentologie et parfois même on a des augmentations de maladies professionnelles, notamment sur les TMS. Je sais qu'il y a eu des évolutions de tableau et que par conséquent, ça peut fausser l'évaluation des risques. Mais enfin, disons que globalement, la performance de notre système de prévention en France, avec le modèle qu'on a eu depuis grosso modo la libération, est un modèle qui a atteint ses limites. Deuxième faiblesse, je pense que beaucoup d'entreprises accordent beaucoup d'attention à la sécurité parce que les résultats sur les accidents de travail sont visibles. Bien sûr. Ils accordent moins d'attention à la santé, qui est quelque chose qui est multidéterminé, avec des facteurs individuels, des facteurs professionnels. C'est plus difficile à aborder pour les entreprises, surtout les petites, qui n'ont pas des capacités d'analyse des phénomènes de santé. Ensuite, moi, je m'inscris dans ce que nous dit la norme ISO 45001. Je sais que pour des raisons que je critique très fortement, la France n'a pas signé cette norme ISO, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été adoptée par la quasi-totalité des pays membres de l'ISO, sauf 7 d'entre eux.
Je pense que la France n'a pas suffisamment regardé attentivement ce que cette norme nous dit. Et c'est en creux les faiblesses de notre système. D'abord, il faut des actions de prévention qui soient insérées au cœur des process de production. Alors que bien souvent, la santé au travail, c'est un domaine qui est à part dans l'entreprise, qui n'est pas directement lié à la production. Il nous faut ensuite une prévention qui soit élaborée de façon participative, alors que bien souvent, et c'est une faiblesse, la prévention consiste à donner des injonctions, des ordres, avec un présupposé que parce qu'on a dit les choses, on va les appliquer. Et c'est évident pour tout le monde que ce n'est pas aussi simple. Enfin, troisième faiblesse, je pense que de très nombreuses actions de prévention en santé au travail actuellement chez nous mettent l'accent sur le facteur humain, la dimension individuelle des comportements, des conduites à risque, et bien évidemment, ceci existe. Mais il y a également une question organisationnelle. La manière dont le travail est organisé, la manière dont il est dirigé, le leadership qu'exercent leurs managers, tout ceci dessine une responsabilité organisationnelle et il faut trouver un équilibre entre l'action sur l'organisation et l'action sur les individus et on en est encore loin dans notre pays. On va essayer de trouver des solutions. Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez nous rappeler une étude que vous avez publiée sur votre média, Le comptoir de l'entreprise, si je ne m'abuse, qui sont assez intéressants entre ce que pensent avoir fait les entreprises et ce qu'ont perçu également les salariés. Ce qu'on peut dire, et ça conforte ce que disaient William et Geneviève, c'est que les salariés sont quand même très, très, très nombreux à reconnaître les efforts faits par les entreprises. Donc, on a presque 90% des salariés qui nous disent « mon entreprise s'est adaptée, a pris soin de ma santé ». Et ça, je crois que c'est des chiffres très importants qui ont d'ailleurs bénéficié par rebond à d'autres chiffres sur la sécurité, le bien-être. Donc, finalement, cette crise, la capacité d'adaptation des entreprises, eh bien, elle a des conséquences finalement sur d'autres sujets. La deuxième chose, c'est que les salariés nous disent qu'ils aimeraient que ça continue. Et finalement, c'est peut-être la fameuse chance dont nous parlait William, c'est-à-dire que cette crise, elle a peut-être donné confiance à tous les acteurs sur leur capacité à se saisir d'un sujet aussi important. Donc, les salariés nous disent, on aimerait que ça continue. Par contre, ils sont beaucoup moins nombreux à penser que ça va être le cas. Donc, on n'en a qu'un sur deux qui nous dit qu'ils pensent que ça va être le cas et ils sont 9 sur 10 à nous dire le souhaiter. Voilà, donc, en complément de ce que disaient William et Geneviève, moi, je crois qu'on a quelques pistes de progrès. La première, c'est qu'il y a trop peu de personnes formées à la santé au travail dans les entreprises. Et ça, je crois que l'intuition d'Olivier Faron, il y a quelques années, elle est extrêmement centrale. Donc, il faut former, à commencer par les dirigeants qui n'ont pas été formés à la santé au travail. La deuxième, c'est qu'il faut outiller les petites entreprises, enfin outiller les entreprises et les plus petites. Et là, je voudrais saluer aussi le rôle des branches professionnelles parce que les petites entreprises, elles ont besoin d'outils personnalisés et ça, c'est le rôle des branches. Là aussi, les branches se sont mobilisées pendant cette période et donc il faut que ça continue. Et puis, finalement, il faut aussi multiplier les études qui vont montrer aux dirigeants qu'investir dans la santé au travail, c'est rentable. Parce que là, on l'a vu, et peut-être d'une manière un peu extrême, une problématique de santé a mis par terre notre économie. Donc, on a besoin demain de multiplier les études qui vont montrer qu'investir dans la santé, eh bien, c'est rentable. Et c'est ça aussi que les patrons, en ce moment, ont besoin d'entendre. Et Olivier Faron disait en introduction, la santé de nos collaborateurs, c'est notre bien le plus précieux. On en aura besoin pour redémarrer. Donc, voilà, essayons d'investir là où les besoins sont les plus importants. Alors, William, je rebondis aussi, quand on a préparé l'émission, vous me disiez c'est une crise qui va durer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'implication pour l'avenir, justement, dans les entreprises, selon vous?
Oui, ben, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure. Non. Depuis le début, ce virus nous surprend. Alors, d'une part, c'est un nouveau virus qui ressemble à pas beaucoup d'autres. Et donc, on n'a pas beaucoup de modèles pour penser son évolution. Tous ceux qui, au début, ont fait référence au modèle de la grippe se sont vus aperçus que ce n'est pas le bon modèle. On a vraiment un virus qui a des caractéristiques, une plasticité absolument remarquable. Je le dis pas comme une vérité, mais je le dis comme quelque chose que je redoute vraiment. La manière dont dans les différents pays, à quelques exceptions près, se mènent les campagnes de vaccination crée une pression de sélection très favorable au virus. Et donc, il faut garder en tête d'avoir des virus résistants aux vaccins qui vont émerger. Je dis ça pour les entreprises qui nous écoutent, parce qu'on a tous envie de tourner la page et de se dire, bon, moyennant quelques adaptations, on retrouvera quelque chose de normal. Je crois que malheureusement, en tout cas, il me semble que les entreprises doivent envisager aussi un scénario d'une crise longue. Quand je dis une crise longue, c'est peut-être une crise de 2-3 ans, qui à ce moment-là pourrait impacter très durablement le cœur du fonctionnement de nos entreprises et notre vie quotidienne. Je pense donc que les entreprises doivent envisager une telle évolution. Et si actuellement, les entreprises ont beaucoup réagi de façon, évidemment, réactive, je pense qu'il faut qu'elles retrouvent une posture plus proactive et qu'elles se demandent si dans 1 an, nous en sommes encore là, comment est-ce qu'on garde une entreprise durable et profitable. Alors, juste 2 mots avant de passer la parole à Geneviève et Anne-Sophie. La confiance dans les managers qui seront la courroie de transmission, hein, évidemment, dans l'action quotidienne. Et l'entreprise devra avoir une sorte de baromètre, de thermomètre permanent, une capacité d'évaluation de ses risques en permanence. Et ça, c'est nouveau aussi, puisqu'on l'avait mis un peu de côté, vous le disiez un peu. Oui, alors pas au CNAM. D'abord, en 2009, j'ai remis au ministre du Travail et à la ministre de l'Enseignement supérieur un rapport que je n'ai pas écrit tout seul, une centaine de spécialistes y avaient contribué, sur le rôle des managers en santé au travail. À la suite de quoi, et avec le partenariat de Malakoff Humanis, nous avons mis sur la plateforme Fun 2 MOOC, éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers 1 et 2, qui ont été suivis par plusieurs dizaines de milliers de participants pour faire comprendre justement aux managers quel était leur rôle en matière de santé et de sécurité au travail. Au CNAM, nous avons formé la totalité des managers de la SNCF pour leur faire comprendre leur rôle. Saint-Gobain a fait de même à l'échelle internationale et au niveau de son groupe. Donc, il y a une prise de conscience qui est faite, elle est très importante. Geneviève l'a bien souligné. C'est sur le terrain qu'on gagne ou qu'on perd les batailles des risques. C'est pas dans le bureau du médecin du travail et c'est pas dans le bureau de l'hygiéniste. C'est sur le terrain. Les médecins, les hygiénistes, ce sont des experts. Leur rôle est de rendre acteurs les managers et notamment les managers de proximité pour qu'ils soient les gardiens des risques, je dirais. Et ça, évidemment, avec cette pandémie, je pense que beaucoup de managers eux-mêmes, comme l'a très bien souligné Geneviève, et les cadres dirigeants des entreprises ont compris ce besoin de décloisonner la santé au travail et de faire de leurs managers de véritables acteurs de la santé dans l'entreprise. Et les ambassadeurs, hein, Geneviève, c'est ça, chaque manager est quasiment responsable sur ce plan-là. Absolument. Et puis,
comment vous dire, nous, notre rôle, c'est de leur faire comprendre des choses a priori compliquées, de pouvoir leur expliquer que ça peut être géré par eux aussi. Dans le respect de la déontologie, on parle pas du suivi médical, là, on parle de la prévention de la santé au travail. Et que ça peut leur faire gagner beaucoup. Donc, avec William et Anne-Sophie, on a aussi regardé ce qu'on appelle le return on prévention, c'est-à-dire toutes ces actions de prévention, quelles qu'elles soient, que ce soit pas uniquement sur l'ergonomie, mais aussi sur les risques psychosociaux, sur la façon de manager, sur qu'est-ce que ça peut apporter en termes de performance. Et je pense que, par exemple, chez Saint-Gobain, on remet des trophées santé, sécurité, environnement tous les ans. On félicite certains sites qui ont présenté des très beaux dossiers d'amélioration de conditions de travail. Bon, on leur demande de pouvoir démontrer aussi que ces améliorations apportent une valeur et une performance dans leur production, dans leur productivité. Anne-Sophie, le manager, c'est vous qui avez abordé ce sujet quand on s'en est parlé il y a quelques jours. C'est capital. Hein. Bah, oui, c'est capital. Alors qu'ils sortent épuisés en plus, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, oui. Ils sortent complètement cramés. C'est vrai qu'en fin d'année 2020, les managers nous disent être fatigués parce que finalement, c'est eux qui tiennent à bout de bras l'équilibre entre la santé et la performance de l'entreprise. C'est eux qui, tous les jours, procèdent aux arbitrages sur le terrain. Alors, dans un cadre, évidemment, confié par l'entreprise, mais finalement, eux-mêmes vivent des situations qui sont difficiles. Ils ont connu une année extrêmement compliquée dans laquelle il a fallu que, eh bien, ils travaillent autrement. Hein. Ils ont dû réorganiser le travail, ils ont dû maintenir la motivation, essayer de maintenir le lien, l'esprit d'équipe, l'ambiance. Ils ont dû communiquer aussi parce qu'ils sont à la courroie de transmission entre les salariés et l'entreprise. Et puis, ce qu'évoquait Geneviève, ils ont dû écouter les difficultés des salariés, essayer de repérer les signaux faibles, parce qu'à distance, ce n'est pas toujours facile de repérer les signaux faibles. Et donc, eh bien, ces salariés, à la fin de l'année, ils nous ont dit on est rincés. Voilà, tout ça, c'est effectivement compliqué. Et d'ailleurs, on voit même que l'adhésion au télétravail chez les managers est beaucoup moins forte en fin d'année qu'elle l'a été au milieu de l'année 2020. Voilà, donc je pense qu'ils ont expérimenté ce qu'évoquait William, c'est-à-dire cette idée que finalement, il ne faut pas que la santé, elle soit à côté du travail, elle doit être dans le travail des managers, elle est dans leur quotidien. Et je pense que cette année, ils l'ont clairement touché du doigt. Est-ce que le problème, au fond, qu'on a eu aussi, c'est que les enjeux de santé au travail, au-delà de la structure elle-même, il est variable. Il est en télétravail, il est en présentiel et il est parfois même en chômage partiel. Cette explosion des statuts dans l'entreprise a-t-elle pas rendu compliqué cette gestion de la santé, William? C'est pas tellement à ça que je pense, Gilbert. Je pense souvent surtout à ce qui a beaucoup changé, c'est l'explosion du travail individuel. Par exemple, le développement des livraisons à domicile, une véritable explosion, avec le fait que là, on a affaire à des employés qui sont totalement isolés sur leur poste de travail. Au sein de l'entreprise, je ne saurais pas dire, dans les entreprises que j'ai accompagnées, je ne l'ai pas vu, peut-être que Geneviève pourra témoigner là-dessus, sur est-ce que la différenciation chômage partiel, télétravail a induit des difficultés d'estime de soi, des difficultés relationnelles. Moi, je n'en ai pas l'expérience. En tout cas, sur l'isolement de certains salariés, vous parliez des livreurs, par exemple, qui sont l'exemple ultime, si je puis dire, puisqu'ils récupèrent un produit qu'ils apportent à un autre et sans contact véritablement, si ce n'est pour remettre un peu de sous et prendre la commande. Geneviève, même question pour vous. Ces différents statuts vous a rendu la tâche compliquée? Pas la tâche compliquée, mais on a eu affaire à des dérives, oui, à des gens qui ont perdu pied, qui ne l'auraient pas perdu sans doute sans la crise. Regardez un embauché qui a été embauché en mars dernier.
Dans certaines entreprises, il n'est pas venu au bureau. Il est en télétravail depuis mars. Comment voulez-vous qu'il s'intègre? Comment voulez-vous qu'il fasse son parcours sur le terrain? C'est impossible. Le chômage partiel a été évidemment une opportunité pour les entreprises On vous a perdu. économiques, mais elle a fait souffrir plus d'un parce que jugée non essentielle, tout d'un coup. Vous culpabilisez parce que vous ne faites pas. Vous êtes perdu, vous êtes dans l'ennui. Vous êtes bon, les personnes qui se retrouvent confinées sans repère. Enfin, j'allais dire, c'est une retraite non préparée. Vous vous retrouvez à avoir parfois trop de travail que vous vous imposez justement pour justifier que vous existez. Que vous vous imposez parce que vous avez peur d'être contrôlé justement par un manager qui n'a pas eu l'habitude d'avoir ses équipes en télétravail, qui veut contrôler. Alors, globalement, c'est quand même bien parce qu'il y a eu plus de confiance, il y a eu plus d'autonomie. Je trouve qu'à la suite, il faudra trouver un équilibre hybride. Nous, personnellement, chez Saint-Gobain, on avait opté dans l'accord télétravail pour 2 jours par semaine. Je pense que si on nous permet, c'est ce qu'on va essayer d'organiser. Mais surtout, ce qu'on va essayer, sur ce à quoi l'on pense actuellement et sur quoi l'on travaille, c'est essayer de redonner un cadre d'entreprise sur le terrain attractif. C'est-à-dire des locaux où on collabore, où on se réunit quand on pourra, où on est créatif. Vous savez, il y a le télérobuste. Le télérobuste, c'est le travail individuel, c'est les rapports, c'est la lecture, c'est l'expertise, c'est les projets existants, les hiérarchies existantes, les liens sociaux bien existants. Et puis le téléfragile, c'est tout ce qui est créativité, activité nouvelle, nouveaux projets, nouvelle organisation. Ben ça, il va falloir je pense qu'on réfléchisse à un environnement physique de travail qui permet de valoriser l'intérêt de venir au travail. Je suis à mon bureau là. Si je vais demain à mon bureau je suis à mon bureau personnel, si je vais demain à mon bureau de l'entreprise pour faire exactement le même job que j'ai fait aujourd'hui, pourquoi je fais des kilomètres dans les transports, du temps perdu pour faire ça? Voilà un peu la réflexion qui nous amène à entrevoir et puis des environnements sains, évidemment, des environnements sains, green, qui répondent au label de développement durable et d'écologie, sécurité. La santé au travail, vous le disiez, Geneviève, quand on prépare aussi, la santé et la vie privée sont entrées un peu plus dans la vie professionnelle. Est-ce que, William, c'est cette émission des deux? Parce qu'on attend beaucoup plus peut-être de l'entreprise aujourd'hui et demain, a fortiori si la crise dure. Un des effets de cette pandémie, c'est une déstructuration de nos liens sociaux. C'est évidemment quelque chose dont tout à chacun nous avons besoin. Les confinements, les couvre-feux, le fait qu'on hésite d'aller voir nos aînés parce qu'ils sont à risque élevé de mortalité, etc., tout ça a perturbé beaucoup notre vie affective et notre vie sociale. Dans ce contexte-là, l'entreprise est un refuge. Il y a une attente de lien, je dirais de bienveillance, qui vient enrichir la notion même de travail, qui n'est plus juste, on n'est plus juste là pour gagner notre vie, pour respecter un contrat de travail. Là, du coup, l'entreprise se voit conférer un rôle de sociabilité que certaines assumaient déjà très bien, de façon tout à fait explicite. Mais là, je pense qu'il y a une pression une demande qui est forte et auquel les entreprises ont tout intérêt à porter attachement, parce qu'une entreprise qui sait être présente pour ses employés dans ces moments difficiles, c'est une entreprise qui aura d'une certaine façon un retour sur investissement. En termes d'engagement, en termes de dévouement, en termes de reconnaissance.
La reconnaissance va dans les deux sens, la reconnaissance du travail fait, mais la reconnaissance aussi des efforts que les entreprises font pour préserver la santé de leurs employés. Et là, il y a peut-être là quelque chose de positif dans cette crise que nous vivons. La place de l'homme au travail, la dimension humaine du travail, peut-être que les curseurs vont bouger. Moi, je suis optimiste, donc je me dis non, on ne reviendra pas à l'état précédent. Nos entreprises sont apprenantes, elles vont apprendre beaucoup de choses de leur rôle de lien social, outre le rôle de production des biens et des services, et j'espère vraiment que ceci laissera des traces durables et positives. Anne-Sophie, le petit sondage que vous nous avez donné, ils sont encore dubitatifs pour la moins 1 sur 2. Donc, il faut que ça monte à 100%, hein, qu'ils aient totalement confiance, puisque les entreprises, elles veulent de toute façon faire le bien. Bah, je pense que, enfin, ce que disait William m'évoque un complément, c'est que notre santé, a priori, elle n'est pas sécable et elle dépend à la fois de nos données biologiques, de nos pratiques en matière d'hygiène, de notre travail, hein, on l'a dit, de l'environnement, aussi du système de santé dans lequel on est. Donc, le matin, on ne laisse pas le reste pour arriver au travail. Donc, qu'il faille agir de manière globale et s'intéresser à l'individu dans sa globalité, ça, c'est une quasi-certitude. Je pense que la question, c'est quelles limites on se fixe. Parce qu'à la limite, au nom de la performance, au nom de la productivité, on pourrait aller très, très loin. Très, très loin. Et le désir de sécurité des salariés envers leur entreprise n'a jamais été aussi élevé. La première attente des salariés envers leur entreprise, c'est la sécurité. Sécurité de l'emploi, et c'est quand même un élément important pour la santé. La sécurité en matière de santé. Donc, le désir de sécurité n'a jamais été aussi élevé. Donc, il faut que les entreprises entendent ça et qu'elles fixent leurs propres limites parce que la frontière est extrêmement vaste. Et c'est là où la capacité qu'évoquait Geneviève à constituer des réseaux finalement d'acteurs complémentaires qui vont finalement contribuer à cette prise en charge globale avec une bonne coordination, c'est probablement ça la voie dans laquelle on doit aller pour demain, c'est-à-dire une prise en charge globale, mieux coordonnée, que ce soit vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis du salarié. Geneviève, est-ce que vous avez l'impression, à quelques jours du printemps, avec l'été en point de mire, que le service de… Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, ce que je vais dire, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Est-ce que vous avez le sentiment que le service de santé au travail est revalorisé? Parce que c'est l'enjeu de la réforme, et j'anticipe un peu sur les débats de tout à l'heure. Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été remis un peu au centre du jeu? Parce que ne nous mentons pas, les services de santé au travail, c'est toujours… Alors, surtout dans les PME, hein, vous me l'avez dit en préparant, surtout dans les TPE où c'est externalisé, c'est de l'interpro. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être revenu au centre du jeu? Alors, écoutez, franchement, dans des grandes entreprises, je participe à des réseaux de médecins coordinateurs. Je pense que le service de santé au travail a vraiment donné tout ce qu'il pouvait donner. Bon, ils ont forcé les portes, ils ont fait de la veille, ils ont contribué à accompagner les salariés, à accompagner les expertises des hygiénistes pour mettre les mesures barrières, etc. Ils ont joué le jeu, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les petites entreprises, les services interentreprises, alors moi je connais certains services interentreprises, globalement, le niveau de qualité est excellent. On a des médecins de services interentreprises qui sont excellents. Le gros problème, c'est qu'ils sont loin de l'entreprise. Et ils sont en charge de nombre d'entreprises différentes. Quand vous en avez une à gérer, que vous connaissez la culture de l'entreprise, que vous avez les liens avec les principaux acteurs de prévention de l'entreprise, je crois que c'est facile, mais c'est plus facile que quand vous en avez une centaine à vous occuper, si ce n'est pas beaucoup plus, et que vous partagez votre temps, c'est juste impossible. Donc, je pense que il y a un pas à faire de la part des services, des entreprises plus petites. Il faut qu'elles aillent vers les services interentreprises. Certains ne connaissent même pas leur médecin de service interentreprises. Donc, moi, j'ai dans Saint-Gobain, nous avons la plupart de nos entités sont couvertes par des services interentreprises. On a des préventeurs en interne, mais le médecin est externe.
Le médecin est externe, il n'y a pas d'infirmière, ben, il faut aller le voir. Il ne faut pas avoir peur du médecin. C'est un service, on paye un service. Il faut l'inviter, il faut l'associer, il faut l'intégrer. Et d'autre part, il faut que les médecins de service interne n'aient pas peur des employeurs en disant je suis indépendant, voilà, il faut aller, il faut travailler le concert de ce que l'on dit depuis le début de la. Il y a un peu de boulot quand même encore, hein, parce que c'est vrai que la réforme, j'espère, va l'aider. Question pour vous trois pour conclure, parce qu'après on va passer aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, vous savez, il y en a qui nous disent bravo, bravo à William, bravo à Sophie, bravo Geneviève, ça fait toujours plaisir, mais il y a des questions. Est-ce que la santé au travail, William, ce n'est pas au fond un élément d'un tout, la santé individuelle, mais la santé environnementale, la santé psychologique, tout cela, c'est un tout, hein, qui doit s'intégrer dans l'entreprise. Je pense que le sujet pour l'entreprise, c'est le risque et sa gestion. Le risque, il est interne, c'est la santé au travail. Le risque, il est externe, c'est l'impact de l'activité de l'entreprise sur le voisinage, son environnement immédiat, aussi ses clients. Et ce que l'on a découvert depuis un an, c'est qu'il y a aussi des risques qui ne sont pas créés par l'entreprise, mais qui peuvent sérieusement impacter l'activité de l'entreprise. Ce sont des risques externes. Et là, on rentre dans un champ qui est celui de la santé publique. Traditionnellement, en France, santé au travail et santé publique étaient disjoints. Beaucoup de gens de santé au travail ne se sentaient pas être des professionnels de santé publique. Et là, pour les entreprises, eh ben, elles ont découvert qu'il y a ces trois sphères de santé au travail, de santé environnement et de santé dans la communauté qui les concernent aussi bien. Et donc, elles ont besoin d'avoir une vision globale des risques qui peuvent empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Et je pense que ce sera un des acquis de cette crise, c'est de permettre aux entreprises de regarder les questions de risque de façon, leur évaluation et leur gestion de façon totale. Vous l'avez dit, hein, c'est vrai, évaluation et prévention. Geneviève, vous levez la main. Oui, d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire William. On a une politique santé qui prend la santé au travail, la santé liée à nos produits et la santé environnementale. Et nous allons, on a décidé de revoir cette politique santé qui a 2013, qui a 7 ans maintenant, qui est bonne encore, hein, qui s'applique, l'essence, mais on a décidé justement à la lumière de cette année, et aussi parce qu'elle date déjà depuis 7 ans, de repenser la santé au travail, la santé environnementale, la santé au sein de l'entreprise, la santé de nos bien sûr. Et les risques les risques psychologiques, Anne-Sophie, vous l'avez dit, hein, c'est massif, hein, c'est quelque chose de massif. Votre vision sur cette santé globale, il faut traiter. Puis après, on prend les questions. Il est quelle heure? Vous avez 2 minutes parce qu'on doit se quitter à 16h pile, hein, n'est-ce pas, Anne-Sophie? Non, je pense que je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, on a beaucoup parlé de santé. Je crois qu'il y a un deuxième pan d'intervention majeure pour l'entreprise, c'est le social, et que la santé et le social sont 2 piliers majeurs pour que finalement les salariés puissent continuer à travailler. Et je crois que voilà, nos collaborateurs sont notre bien le plus précieux. Olivier Faron l'a dit, j'ai beaucoup aimé son expression. Eh bien, voilà, il faut agir, il faut protéger ce bien précieux. Voilà, à la fois pour que, eh bien, l'entreprise puisse continuer à fonctionner et que ça bénéficie aussi à la société. Donc, continuons à investir dans l'humain et puis finalement, essayons de tirer parti de cette année 2020 dans laquelle on a quand même tous beaucoup appris. On a beaucoup appris. Je prends les questions, hein, je ne prends pas les remarques. Alors, pour votre recouverte, je me suis fait engueuler par un internaute parce que je n'avais pas posé sa question. Donc, chers amis qui assistaient à notre webinaire, je poserai votre question, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, en niveau du timing. Allez, on y va. Pensez-vous, alors on répond en quelques secondes, vous êtes d'accord? Pensez-vous que les psychologues du travail ont une importance à tenir dans les mois à venir? Geneviève, chez vous? Ah ben oui, c'est pas dans les mois à venir, c'est déjà avant. D'accord. C'est toujours, oui. On fait. Si vous voulez, vous me dites si vous voulez ajouter un mot, William ou Anne-Sophie, d'accord? Les managers de proximité doivent être vigilants de la santé mentale, évidemment, de leurs collaborateurs.
Ah oui, le télétravail va perdurer. Ne faut-il pas réformer aussi les salariés, former les salariés à télétravailler, évidemment, la formation. Et je vois que William, c'est pour vous la question, parce que vous devinez du chapeau. Former les managers à adapter leur façon de piloter et suivre les équipes en télétravail, notamment maintenant le lien social. Oui, absolument. Ça, c'est un enjeu majeur. Il faut à la fois former les salariés, mais il faut former les managers. Nous avons une tradition française du management qui est un management par la règle et par le contrôle des règles. Alors, en télétravail, ça ne peut plus du tout fonctionner de la même manière. Et donc, en un mot, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est un management fondé sur une logique de résultat et une logique de confiance. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. On parle de télétravail, mais a-t-on une idée de nombre de personnes qui peuvent télétravailler? Alors, on sait que ce n'est pas la majorité, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont dans le dur, si je puis dire. Ce n'est pas la majorité, ça je peux le dire sans vous me disiez si ce n'est pas le cas. Cela n'accentue pas encore les différences entre les bureaux et l'opérationnel? Alors, je peux répondre à la question précise, le plus précisément possible. C'est en gros un salarié sur 2 qui peut télétravailler. Mais même quand on regarde ce salarié sur 2 qui peut télétravailler, en fait, c'est très, très rare que 100% des tâches soient télétravaillables. Donc, en fait, on sait qu'on est en gros entre 45 et 50% des salariés qui pourraient télétravailler, et là encore, pas à 100%. Donc, ça, c'était pour répondre à la première question. Et la deuxième question, Gilbert, c'était, rappelez-la moi. Mais je ne sais pas, je suis en train de regarder les suivantes. Non, mais vous aviez une deuxième question dans la question du télétravail. Oui, il y avait une deuxième il faut que je retrouve. On parle déjà. Cela n'accentue pas la différence entre les bureaux et les opérationnels. Effectivement, c'est ce qu'évoquait Olivier en introduction. Il y a évidemment un écart très important et une forme d'inéquité potentielle entre ceux qui peuvent télétravailler et puis ceux qui ne le peuvent pas. Et évidemment, les cadres ont pu beaucoup plus continuer à télétravailler que d'autres populations, donc qui se sont vus d'ailleurs pour certains mis au chômage partiel. Mais il n'y a pas que ça. La crise 2021, ça a touché de manière beaucoup plus forte certains secteurs d'activité. Par exemple, le secteur sanitaire et social a été beaucoup plus confronté aux enjeux de santé que d'autres secteurs. Les familles monoparentales aussi ont traversé des périodes plus compliquées. Oui, les aidants aussi, qui ont été eux aussi soumis à plus rude épreuve. Les entreprises qui veulent, oui, c'est ça, les open space, puisque le flex desk et tout ça, est-ce que ça ne contribue pas à accentuer les risques de contagion? On va poser la question au médecin, Geneviève. Oui et non, parce que les open space, en général, c'est des bureaux qui ont été prévus avec des ventilations adaptées. Alors que les bureaux fermés, si vous êtes plusieurs dans un petit bureau fermé, dans une ventilation qui ne marche pas, le risque est plus grand. Ça n'empêche que vous changez de locaux il y a 1 an à peu près, et là, vous êtes en train de tout révolutionner parce que la conception… Non, on ne révolutionne pas tout. On est arrivé en mars dernier. Comme je vous l'ai dit, on est en train de penser comment adapter nos locaux pour justement collaborer encore mieux. Voilà. Ok, alors l'ergonome, le psychologue du travail, l'infirmière, est-ce que tous ces gens-là sont mobilisés autour du médecin? Geneviève? Oui, on en a parlé tout le long. Je vous pose la question, je vous ai dit que je posais la question. Oui. Pour me faire engueuler mais c'est Valérie qui pose la question. C'est notre souhait. C'est que dans un service interentreprise, jusqu'à la réforme, c'est le médecin qui est l'animateur de l'équipe pluridisciplinaire. Cette réforme, elle donne un petit peu plus d'interactivité entre les équipes et ce ne serait pas forcément le médecin le pivot. Dans les entreprises où il y a des ressources internes, c'est bien sûr, je dirais, égal à… le médecin n'est pas le pivot de toutes les… Il y a une indépendance du médecin qui est là plus pour conseiller, expertiser et apporter un avis, contribuer à des projets. Et puis, il y a la responsabilité technique de l'employeur qui est délégué à des inventeurs. Voilà. Dernière question un peu technique, je pense. Ne pensez-vous pas que le CPPT, CHSCT au sein des entreprises ne devrait pas avoir un poids beaucoup plus important? William, pourquoi vous rigolez? Oui, à vrai dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, le comité social et économique, il est inscrit au cœur du fonctionnement de l'entreprise.
Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'intégration de la fonction CHSCT au sein des CSE était une bonne chose, justement pour favoriser le lien santé sociale dont Anne-Sophie parlait et qui est très important. Ok, 16 heures. Anne-Sophie, un dernier mot? Non, j'ai pas de dernier mot. Je pense que voilà, santé au travail, santé, bien-être, c'est un enjeu de performance aussi de l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Et puis, moi, je suis frappée par cette question de l'individualisation nécessaire des approches en matière de santé au travail dans un cadre collectif. En vous écoutant, je voyais en fait la petite révolution que ça va imposer. Geneviève, vous avez beaucoup plus de boulot depuis 1 an ou pas? En fait, je n'ai pas posé la question. Oui. Oui, Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que c'est la valeur de la fonction est encore renforcée. Bon, ben, génial. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on va parler de la réforme, parce qu'elle a pour objectif de renforcer la santé au travail et la fonction. William Dab, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Anne-Sophie, on a désormais l'habitude de se parler régulièrement. Merci beaucoup et aux partenaires que vous êtes aussi sur cette série de colloques. Geneviève Aucourt, je vous souhaite bon vent au sein de Saint-Gobain et des combien de 39 collaborateurs en France et beaucoup plus dans le monde. Comme ça, j'ai bien rappelé les chiffres. Merci. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième conférence, la réforme de la santé au travail. Quels enjeux? Allez, j'appelle tout le monde à participer. À mes côtés, au revoir William. Au revoir. J'appelle Catherine Pinchot, qui est secrétaire nationale à la CFDT. Jean-Luc Monteil, qui est négociateur pour le MEDEF, qui a négocié la réforme et qui est vice-président du MEDEF. Et j'appelle Armel Guillet, que je connais depuis longtemps, qui est directeur de CNAM Entreprise, qui est aussi connaît bien comme prestataire, comme acteur et comme témoin de tout cet écosystème depuis longtemps. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. C'est le Big Bang de la santé au travail que nous connaissons. C'est comme cela que la réforme du travail, de la santé au travail a été vendue à un Big Bang accéléré, sans doute évidemment par la pandémie, qui a bousculé, accéléré, transformé, disrupté, et pas seulement la santé au travail. Tout le monde a y gagné, on l'a vu, à avoir un service de santé au travail performant, c'est une certitude. Et l'accord dont on va débattre aujourd'hui a réuni toutes les parties prenantes qui se sont mis d'accord. Catherine et Jean-Luc, je vous ai eu séparément, d'un côté un syndicat, de l'autre le représentant des patrons. Eh bien, vous aviez l'air tout à fait d'accord. Il y a des modalités à définir, mais vous aviez l'air parfaitement d'accord. Les salariés doivent bien se porter et les organisations doivent veiller sur eux, surveiller et anticiper. C'est comme ça que la réforme a été conçue, imaginée. Alors, cette réforme, elle ressemble à quoi? On va le voir avec Catherine Pinchot, secrétaire nationale de la CFDT. Bonjour Catherine. Alors, vous m'avez dit qu'il y a une alarme qui va sonner tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, c'est juste l'immeuble où vous êtes, ça sonne comme ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très investi sur le champ de la santé au travail. Oui, très, très investi, effectivement, et on se félicite encore et toujours de la conclusion de l'accord sur la réforme de la santé au travail qu'on attendait depuis pas mal de temps, et je pense qu'on n'était pas les seuls, justement pour permettre de faire encore plus et encore mieux de prévention en proximité et pour répondre aux attentes des entreprises conçues dans l'entièreté des parties prenantes qu'elles représentent. Voilà. Vous le verrez, Catherine connaît parfaitement le sujet et Jean-Luc aussi connaît parfaitement le sujet. Alors, j'ai écouté Geoffroy Roux de Bézieux hier, je crois, à la radio, qui parlait d'accélérateur, de booster social. Et l'illustration, c'est la santé au travail. Vous avez négocié pour le compte du MEDEF cet accord. Évidemment, c'est central pour vous aussi. Le patron, il veut que ses salariés soient en bonne santé. Oui. Ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça me fait plaisir de voir Catherine parce qu'elle commençait à me manquer après toute cette séance de négociation. Mais tu as dû faire un feu de cheminée chez toi, c'est un peu brumeux. On te voit. Oui. Non, pour répondre à votre question, effectivement, on avait vraiment besoin de porter une réforme un peu innovante et de renverser la table parce que dans la table ronde précédente, on a constaté qu'en définitive, il y avait 3 médecines du travail. Il y a les services autonomes des grandes entreprises, on a les services de branche et les services interpro. Et puis, une de vos interlocutrices disait qu'effectivement, le service interpro, on manque un peu de proximité avec l'entreprise. On connaît tout compte fait pas très, très bien le cadre de travail. Et donc, il fallait alors c'est ce qu'on a fait avec Catherine et avec d'autres, c'est sortir d'un schéma auquel la France est très attachée, qui est la réparation, pour rentrer enfin dans la prévention.
Alors, on vous dit déjà merci, Catherine et Jean-Luc, pour cet accord. On a à peine commencé qu'on vous remercie déjà chez nos internautes. Armel Guillet, vous êtes directeur de CNAM Entreprise, c'est-à-dire que vous êtes au service des entreprises et la santé au travail monte dans les préoccupations. Il faut former les managers, il faut former, accompagner les process, les organisations également. Exactement, c'est quelque chose qui a déjà été dit d'ailleurs un peu sur la première table ronde. Comme vous le savez, sur cette réforme, il y a 3 axes principaux, la prévention des risques, la lutte contre la désinsertion et la QVT. Et sur ces 3 sujets, la formation est un élément déterminant et important, et d'ailleurs qui est soulevé à un certain nombre de reprises, aussi bien dans l'accord national interpro que dans la loi qui en découle, avec on va dire de manière transversale des enjeux de formation, d'abord des membres des CSE. C'est vrai que des organismes de formation, et le CNAM en fait partie, sont capables d'accompagner les acteurs pour se former, pour être plus pertinents dans leur mandat au sein de ces structures-là. Vous savez qu'on est passé de 3 jours à 5 jours de formation. Alors ça, on va dire, c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est ce qui permet déjà d'avoir les bases pour pouvoir discuter, négocier. Et je crois que le mot de dialogue est important. C'est-à-dire que c'est vraiment des sujets sur lesquels, on le voit au niveau des partenaires sociaux, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à avoir aboutir assez vite à des consensus, parce que je pense qu'on est d'accord sur un certain nombre de questions qui se posent autour de ces points-là. Et d'une manière générale, je dirais toutes les parties prenantes de l'entreprise ont intérêt à être formées, sensibilisées et à maîtriser un minimum ces sujets-là. Voilà, donc ces enjeux de formation, et on pourra en reparler, ils se déclinent sur chacun de ces axes qui sont mis en œuvre dans le cadre de cette réforme. Merci Armel. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Luc, Catherine, je sais que vous étiez aux commandes, on le voit bien, puisqu'on a à peine commencé, on repère tout de suite que vous étiez, je sais pas, dans le jus, si je puis dire. Pourquoi cette réforme était nécessaire et quelle est la plus-value, si on voulait synthétiser le chemin qui a été fait? Catherine. Je commence alors. La réforme, elle était nécessaire parce que, comme Jean-Luc l'a souligné, on a un système en France qui est très orienté vers la réparation. C'est historique, ça a été conçu comme ça. Alors, c'est normal, et d'ailleurs, ce pan-là ne doit pas disparaître, parce que c'est normal que quand on a des salariés qui, pour X raisons liées à leur travail, rencontrent des problèmes de santé et sont plus ou moins cassés par leur travail, on puisse les réparer. C'est de l'indemnisation quand même, c'est avant tout ça. Mais ce qui ressort quand même, c'est que la France n'est pas forcément un bon élève au niveau européen. Là aussi, ça se conçoit parce que historiquement, on n'a pas les mêmes histoires, les mêmes cultures. Et donc, Jean-Luc parlait de renverser la table, parce qu'effectivement, il fallait changer de braquet et faire en sorte que la prévention soit vraiment la priorité du système. Donc ça, c'était la question de fond. Derrière cet enjeu de prévention, j'ai aussi entendu le dialogue dont Armel parlait, et je pense que là aussi, c'est dans l'accord d'ailleurs, je pense qu'on l'a très largement mis en amont et mis au cœur de l'accord. Il doit y avoir cette question de dialogue social, de place des instances représentatives, mais aussi place du management et place des salariés pour que ça favorise le dialogue au plus près des terrains. Et là encore, Jean-Luc parlait de l'enjeu de proximité qu'il y avait et sur lequel je pense on s'est retrouvé dans cet accord. Une fois qu'on est d'accord sur le fond, la question c'est comment on accompagne les entreprises, et notamment celles qui sont les moins bien loties en la matière. Et ça nécessite d'avoir des acteurs qui sont compétents et qui peuvent être en appui de ces entreprises. On va passer en revue, on va balayer tout ça. Vous imaginez qu'on n'a pas fini d'approfondir le sujet. Jean-Luc, pareil, pourquoi fallait cette réforme aussi, peut-être votre point de vue? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on avait du mal quand on parlait des opérateurs en santé au travail, que sont les services interpro, les services de branche. C'était un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que vous aviez un niveau de service qui n'était pas le même d'un service à un autre. Vous aviez des cotisations aujourd'hui qui vont de 1 à 3. Enfin, sincèrement, pour les entreprises multisites, j'entendais tout à l'heure Saint-Gobain qui s'exprimait, ou ne serait-ce que pour les salariés qui sont en mobilité, chaque fois, c'était la découverte d'un nouvel espace, d'un nouvel environnement, et on avait franchement du mal à s'y repérer. Et ce qu'on a souhaité à travers cette réforme, c'est d'apporter des réponses de fond, mais également d'organisation, et de faire en sorte qu'on fasse réseau.
et faire réseau, c'est-à-dire avoir un socle de services en commun, un niveau de prestation de coûts qui soit uniformisé. Ça passe aussi par là, la réforme que nous avons signée en fin d'année dernière. Armelle, la formation, vous l'avez dit, il faut former encore beaucoup de gens, hein, parce que qui nous disait que les cadres de la SNCF ont été formés pour la santé au travail, mais quand on voit le chemin, puisque ce sont les courroies de transmission, les managers, hein, disons-le, dans les entreprises, pas que, mais aussi, et le besoin est immense. Alors, si on reprend cet exemple-là, d'ailleurs, de la SNCF, c'est William Dabb qui avait piloté pour le CNAM cette opération sur le plan pédagogique. On a formé sur 2 ans et demi 10 000 managers sur la question de santé et sécurité au travail. Et d'ailleurs, santé et sécurité sont évidemment 2 termes très, très liés. C'était dit tout à l'heure dans le fil de discussion par un des internautes. Ce travail-là, on s'en rend compte. En fait, il y a 2 sujets clés qui sont liés. Il y a effectivement cette question de la prévention et aussi la question de la façon dont la prévention est prise en compte, dont cette problématique est prise en compte dans les pratiques managériales. Et du coup, le sujet, ça a été de dire comment est-ce qu'on fait ça. Et là, le levier qu'on a trouvé, alors je fais juste ce petit retour d'expérience très court, mais ça a été de faire un binôme formateur entre un professionnel formateur du CNAM et un manager lui-même qui s'est formé sur ces questions-là, y compris formé pour être formateur. Et du coup, on a pu déployer sur 10 000 managers qui étaient déjà ou qui entraient, qui rejoignaient les équipes de la SNCF et de ses différentes filiales. Et on voit bien, et un de leurs objectifs, il était affiché, c'était qu'il y ait un impact réel sur les résultats et notamment sur le taux de fréquence, hein, donc qui mesure le nombre d'accidents qui se produisent sur une période donnée. Et alors, je ne sais pas si ça a joué, mais le fait est que ce taux de fréquence a baissé. Alors, c'est clairement multifactoriel, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a tout un tas de leviers qu'il faut mettre en œuvre, que la formation de l'État, et effectivement, comme vous disiez à l'instant, que on va dire les managers ont vraiment un rôle de courroie de transmission, un rôle central dans ce dispositif-là, et ça doit devenir quelque chose de normal. Et pour faire ça, il faut de la prise de recul, il faut de la formation, et il faut se poser des questions qui ne sont pas tout à fait naturelles au départ pour un certain nombre de managers, parce que ils ont beaucoup d'objectifs à mener aussi du fait de leur fonction, et qu'il faut que cette question-là intègre, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure les uns les autres, c'est aussi un élément de performance de l'entreprise. Donc, il faut l'intégrer comme un élément central. Avant de rentrer dans la réforme, le Covid, évidemment, on ne peut pas faire l'économie. La réflexion a commencé bien avant, mais est-ce que, j'ai envie de dire, le Covid a achevé de convaincre les plus récalcitrants ou les plus résistants? Et est-ce qu'elle est adaptée justement à cette nouvelle donne, ce monde d'après? Parce qu'en fait, on a décidé d'une réforme où la santé s'est retrouvée au cœur de la machine et un élément central quasiment de la stratégie, puisqu'il a fallu adopter les process, les organisations, recruter de nouvelles façons imaginer de nouvelles façons de travailler. Bref, est-ce que le Covid, il change la donne ou finalement il enfonce le clou sur ce thème? Catherine? Je pense que la table ronde numéro 1 a en partie répondu à cette question. Je pense que ça enfonce le clou et donc ça doit changer la donne. En fait, mais cette réforme, elle est adaptée justement? Elle est adaptée, oui, parce qu'à partir du moment où les acteurs de l'entreprise et les acteurs que sont en particulier les services de santé au travail et les interentreprises notamment s'emparent de tout ce qu'on a mis dans l'accord, oui, il y a tout un tas de leviers, effectivement, pour avoir une vision de la santé de manière transversale. J'entendais William Dabb qui disait dans la première table ronde qu'il y avait aussi une question de gestion des risques et que le Covid était justement le fait qui a démontré que l'entreprise ne générait pas forcément ces risques, mais devait in fine, dans son activité, les prendre en compte. Obligatoirement, ça a été intégré dans l'accord. Quand on a parlé des périmètres des risques professionnels, sont apparus la question des risques émergents, des risques biologiques, etc., etc. Donc, je pense que cet accord permet justement d'englober cet ensemble et puis de transversaliser entre santé publique, santé au travail. C'est un premier pas, hein. Bien évidemment, on peut aller largement plus loin, mais je pense que ça a quand même initié cette vision un peu transversale. Et puis la perméabilité entre la santé au domicile et la santé au travail, cette hybridation vie privée, vie professionnelle, hein, qui s'immisce, puisqu'on compte sur l'entreprise au fond pour se protéger presque, et ça a créé de l'intimité. C'est ce que disait la première conférence, hein, en tout cas. Jean-Luc, je vous vois sourire, mais en tout cas, vous êtes raccord avec cette vision. Est-ce que le Covid a accéléré cette
Ben, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un accélérateur. C'est-à-dire que avec cette crise sanitaire, ça a mis en exergue que la sécurité, la santé était un sujet qui n'était pas, entre guillemets, un sujet accessoire. C'était vraiment un sujet de fond. Et donc, effectivement, comme l'a rappelé Catherine, ça a mobilisé l'ensemble des partenaires sociaux pour être en capacité à réformer en profondeur et surtout à ne pas réformer pour 2 ans la mécanique, mais vraiment, on a voulu porter une réforme qui soit sur le long terme. C'est-à-dire que on souhaite vraiment que si demain il y a une prochaine réforme, elle voit le jour dans 8 ou 10 ans, parce qu'on a essayé vraiment de bien cibler là où ça ne marchait pas bien, et on a essayé également de se projeter dans l'avenir avec le numérique, les outils, l'ouverture également à d'autres acteurs que le médecin du travail, que sont les MPC, on en reparlera, hein, le nouveau statut des infirmiers ou des infirmières en pratique avancée. Voilà. On a essayé de prendre un peu d'avance sur un constat qui avait été posé par Charlotte Lecoq il y a 3 ans, on y reviendra peut-être. Bien sûr. Armel, les besoins vous sentez que les besoins sont importants? Oui, alors juste pour dire un mot là-dessus, moi je serais peut-être pas tout à fait aussi optimiste sur le côté convaincre, est-ce que ça a convaincu tout le monde, etc. Parce que je pense que c'est des questions qui demandent du temps et qui demandent de s'approprier ce que sont ces questions et ces enjeux. Par contre, je reprendrai bien le terme de William Dabb sur la première table ronde, la question du révélateur. C'est-à-dire qu'effectivement, la Covid, de ce point de vue-là, joue un rôle de révélateur. Et je pense que pour un certain nombre de managers, et moi-même je suis manager, j'ai une équipe, de prendre conscience de certains enjeux et du fait qu'il y a un enjeu en termes de santé psychique et de bien-être des collaborateurs, et de voir les interactions, et ça c'est peut-être un peu nouveau aussi, entre motivation, santé psychique et psychologique, qualité de management, et avec toutes les questions d'esprit d'équipe, de convivialité et de lien social, qui sont des choses très importantes. Et ça, je pense qu'on a redécouvert ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que disent les collaborateurs, moi, ce que disent les collègues dans mon équipe, c'est ce qui nous manque le plus, c'est ce lien social, c'est ces temps de convivialité, c'est tous ces temps informels qu'on peut avoir, qu'on n'a plus dans la vie personnelle, et que quand on est en télétravail, on n'a pas non plus dans la vie professionnelle, parce que les temps morts, les temps informels, la machine à café disparaît. Et ça, c'est extrêmement important pour cet équilibre et du coup, le bien-être au travail. Alors après, pour répondre à la question sur les besoins, oui, on sentait depuis plusieurs années déjà la question monter de la part d'un certain nombre d'entreprises, d'organisations sur ces questions-là, les besoins de formation, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, des acteurs, donc des CHSCT aujourd'hui, des CSE, mais aussi des managers et aussi d'une manière générale des salariés. Il y a une question qui montait aussi sur la qualité de vie au travail, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui effectivement est un des points de l'accord et sur lequel il y a des demandes qui émergent et de tout type d'organisation. Pas simplement de grandes entreprises privées, mais aussi d'organisations publiques, mais aussi d'un certain nombre de structures de taille peut-être plus petite, en tout cas intermédiaire. Donc oui, on a des questions là-dessus, on a besoin de mettre en place des formations. Les MOOC dont on parlait tout à l'heure sont des moyens de sensibiliser à grande échelle, mais il y a aussi besoin parfois de choses plus spécifiques, liées aussi à la culture d'entreprise, parce que toutes ces questions-là s'intègrent et prennent place dans une culture d'entreprise qui est variable par définition d'une organisation à l'autre, et il faut aussi en tenir compte dans la façon dont on aborde ces questions-là qui sont, il y a une part très intangible et très liée à la réalité d'entreprise, à ses métiers et à la façon dont ça fonctionne. Merci Armel. Alors, on va rentrer dans le dur si vous êtes d'accord maintenant. Alors, Catherine, elle y va bien en tête. Elle me dit, on est les mauvais élèves au niveau européen quand on parle prévention. Et c'est le clou, c'est le nerf, l'épine dorsale de la réforme. Alors, dites-nous, elle a pour but justement de nous faire revenir dans le wagon de tête des bons élèves européens, justement, de cette réforme. Pour nous faire revenir dans le wagon, dans le wagon de tête, parce que si on y arrive et que c'est l'enjeu quand même d'y arriver, derrière, ça veut dire aussi qu'il y a un lien et un cercle vertueux entre prévention, entre santé des travailleurs et performance de l'entreprise. Et à un moment donné, tout le monde doit s'y retrouver, et donc y compris en termes de qualité de l'emploi et de compétitivité des entreprises et même du pays, je veux dire, on doit aussi pouvoir tirer notre épingle du jeu. Après, je ne suis pas en train de dire que la prévention va résoudre tous les problèmes de France et Navarre, mais c'est un élément important. Ça a été d'ailleurs démontré que la prise en compte des questions de conditions de travail et la prise en compte du dialogue social sont à un moment donné des vecteurs de performance.
Donc, je pense que dans cet accord-là, on a réussi quelque part à coupler un peu tout ça. Et l'enjeu, pour reprendre cette boussole aussi, je pense, qui nous a guidés pendant toute la négo de proximité, c'est de dire il faut à un moment donné plonger dans les réalités du travail et prendre en considération ces réalités du travail. Prendre en considération les transformations du travail, le fait qu'on va être amené à travailler différemment, sans doute plus longtemps. Il y a des questions d'usure, il y a des maladies chroniques qui voient le jour, etc. Et on doit pouvoir déjà en prendre conscience collectivement. Et je rebondirai aussi sur ce que Armelle disait, c'est des questions qui prennent du temps. Et donc, effectivement, il faut avoir cette possibilité de pouvoir échanger et se convaincre. Et un des éléments passe par la formation. Et d'ailleurs, on a indiqué dans l'accord que les formations communes, donc qui sont dispensées entre managers, salariés, représentants des salariés, peuvent être un des éléments. Là encore, c'est pas le seul, mais un des éléments pour bâtir des politiques de prévention qui font sens à la fois au niveau d'un secteur d'activité, d'un territoire ou d'une entreprise. Donc, il y a tous ces enjeux, il y a tous ces enjeux-là. Il y a les enjeux de faire aussi de la qualité de vie au travail un élément de prévention primaire. On y reviendra, mais l'idée n'était pas de renégocier l'accord QVT de 2013, mais bien là encore de s'intéresser avant tout aux conditions de travail, la qualité du travail, de s'intéresser aux organisations du travail et de pouvoir avoir une vision collective. J'entendais aussi dans la première table ronde cette question d'individualisation dans un cadre collectif. Je pense qu'en matière de prévention, il y a ces deux éléments à essayer de tenir, à la fois les aspects individuels de suivi de la santé du salarié, mais aussi la question de comment le collectif, le cadre collectif, le travail est révélateur de bonne santé ou de moins bonne santé. Et s'intéresser collectivement autour de ces questions-là, avec les bons acteurs qui peuvent accompagner les entreprises en proximité, c'est un des enjeux principaux. Là, il a la prévention, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Jean-Luc, votre commentaire sur le sujet aussi, puisque on parlait des points clés, notamment le socle de la prévention qui fait de nous, pour l'instant, le plus mauvais élève, un des plus mauvais élèves européens. Oui, alors peut-être en écho à ce qui a été dit en début de cette table et puis de la précédente, c'est que souvent on caractérisait le monde de l'entreprise à travers des mots comme pénibilité, souffrance au travail, etc. Et puis le Covid passe par là, les gens sont en télétravail et puis ils expriment un grand besoin de ce lien social et de ce qu'est la communauté entrepreneuriale, ces hommes et ces femmes qui font un collectif, qui s'entraident entre salariés, mais également direction et salariés. Et ça permet de rappeler quand même et de faire un focus sur les vertus de l'entreprise, de cette capacité à prendre en compte des situations particulières. Et malheureusement, il a fallu cette crise sanitaire pour qu'on se rappelle que l'entreprise, c'est pas la casse sociale, mais au contraire, c'est vraiment du lien social. Et chacun des parties prenantes sont très, très, très attachés, entre guillemets, à participer et à collaborer à ce modèle-là. Et j'en profite pour le rappeler. Pour le rappeler. Oui, non, mais c'est important parce que souvent, on utilise des mots un peu durs pour caractériser nos écosystèmes. Et heureusement, la réalité nous ramène à prendre un peu plus de recul et de se dire que l'entreprise n'est qu'un collectif avec ses imperfections. Mais également, l'avantage du collectif, c'est que ça nous permet de faire de belles choses ensemble, de créer de la richesse, de la valeur ajoutée, entre autres pour financer notre système de santé dont on a besoin. Alors, nous étions plutôt concentrés sur la réparation avec Catherine et grâce à vous, Jean-Luc, on va aller vers la prévention. C'est bien ça l'objet et c'est un des points clés. C'est là-dessus que je voulais revenir. Et je suis d'accord avec vous que la machine à café avec les collègues, c'est très sympa. Ou les réunions aussi ensemble. Voilà. Donc, effectivement, on l'a constaté déjà à travers les différents propos, c'est que dans les grandes entreprises, les équipes en santé au travail ont cette proximité, connaissent,
ont une expertise sur les métiers qui sont pratiqués, ce qui n'est pas, en tout cas, ce qui est moins le cas des services interpro et des petites entreprises. Sauf que dans notre pays, le poids des entreprises de moins de 20 salariés est très important en matière d'emploi et de nombre de salariés concernés. Et donc, ce qu'il fallait impérativement, c'est être en capacité de rendre pratique et de façon très, très concrète cette capacité à promouvoir la prévention. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est d'une part simplifier et rendre un peu plus accessible ce qu'on appelle le DURP, qui est le document unique que toute entreprise, théoriquement, doit être dotée. Et on a essayé également, dans le cadre de cette réforme, de rapprocher ce qu'on appelle la fiche d'entreprise, qui est élaborée par le service de santé au travail, qui constituera demain le socle du diagnostic de ce DURP. Et l'idée aussi, c'est d'intégrer le numérique pour faire en sorte que ce document copartagé dans l'entreprise puisse amener les acteurs à définir un plan d'action pour corriger les difficultés qui peuvent être constatées dans tel ou tel écosystème. Deuxième élément en matière de prévention, c'est qu'on ne fait pas de la prévention qu'à 2 ou 3. La prévention est l'affaire de tous. D'où l'émergence de ce passeport en matière de prévention, parce que si on fait cet effort, cette pédagogie autour de la prévention, plus on amène le collectif de l'entreprise à se préoccuper de ce sujet-là, eh bien, plus on aura de facilité, entre guillemets, à être vertueux en matière de prévention. Et donc là aussi, c'est une innovation portée par cette réforme. Même demain, dans le cadre de la mobilité des salariés, un salarié qui aura la capacité à montrer son engagement à travers des formations, à travers différents modules en matière de prévention, je pense que je serai à sa place, je le mettrai dans mon CV parce que c'est un élément déterminant pour un futur emploi ou dans le cadre de l'aide à sa mobilité. Donc, je vous donne quelques exemples pratico-pratiques des efforts qu'on a souhaité porter en matière de prévention dans le cadre de cette réforme. Parmi les points clés, on va les passer en revue, ça ne vous embête pas? Comme ça, on fera un peu de pédagogie tous ensemble. Et vous me dites si j'ai oublié quelque chose, parce que je ne suis pas un expert quand même de la santé au travail. Un point qu'on avait vu aussi avec Catherine, et quand j'en parlais avec Jean-Louis, il me disait, bon, ça c'est le truc de Catherine, la qualité de vie au travail, ou plus précisément la qualité du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme concept? Qu'est-ce que vous avez voulu approfondir avec cette notion? Alors, alors c'est pas un truc de Catherine, c'est un truc de la CFDT avant tout, ça je reconnais, et de certaines. Je balance un peu, je suis désolée. Ouais, non, mais c'est de ton cœur, donc il n'y a aucun souci. Non, parce que collectivement, on tient vraiment à cette démarche. Donc, je rappelle qu'il y a eu un accord interpro qui était un accord expérimental sur la qualité de vie au travail. Qui, je dirais, embarquait des dimensions vraiment diverses et variées, et où le constat qui a pu être fait, c'est que autant justement sur les questions de télétravail, par exemple, d'égalité professionnelle, etc., certaines entreprises ou certaines branches se sont vraiment appropriées les choses pour avoir cet équilibre de vie, etc. Et puis, on a vu aussi fleurir des matchs très cosmétiques. C'était toute la révolution autour du bonheur au travail, les billards, les canapés, machin, etc. Donc, qui ne sont pas tout à fait ce que nous, on met derrière cette notion de prévention et de prévention primaire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que justement, pour faire en sorte que le travail ne soit pas vu sous son aspect délétère, et que le travail doit être constructeur de santé. Et je rejoins ce que Jean-Luc disait à l'instant. Je pense que la période est en train de démontrer que les Français, les travailleurs français, ont une relation particulière au travail, on le savait, mais aiment travailler. Et c'est très révélateur en ce moment. Ceux qui n'en ont pas ou plus pour l'instant, et ceux qui ont un travail empêché. Et donc, derrière, ce qu'on a voulu porter, et ce qui est inscrit dans l'accord, c'est de dire la qualité de vie au travail telle qu'on la conçoit, elle embarque des dimensions très, 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 très vastes. Mais ce qui importe et ce qui permet de faire l'engagement et de contribuer au bien-être des salariés et à la performance de l'entreprise, c'est le travail bien fait.
C'est ça. Et que en fait, dans des entreprises, on se rend compte que parfois, le travail est empêché. Hein. Il y a eu il y a eu des universitaires qui ont écrit là-dessus. Je ne vais pas approfondir, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et donc, justement, se poser les questions de c'est quoi les éléments qui permettent d'avoir un travail de qualité. Donc, on tombe sur les organisations du travail, les conditions de travail, le management, etc., etc. Et c'est ce qu'on a fait, me semble-t-il, dans la deuxième partie de l'accord, qui parle de qualité de vie et des conditions de travail. Nous, on était plutôt sur la notion de qualité du travail, mais globalement, l'idée, c'est bien ça, c'est de faire du travail et des conditions de sa réalisation un élément qui permette de faire de la prévention, et une fois de plus, dans une vision collective. Donc Jean-Luc, prévention, on n'a pas parlé. Qualité de vie au travail ou qualité du travail, selon la CFDT ou Catherine, qu'est-ce que vous préconisez? Quel est votre commentaire sur cette qualité? Autour de la qualité de vie au travail, il y a un sous-jacent qu'on appelle les RPS, donc les risques psychosociaux, comme vous le savez. Et donc, la difficulté que nous avons sur cette thématique, on a d'une part une croyance forte, qui est de dire que, et on se rejoint avec Catherine, c'est que pour que l'écosystème soit efficace, il faut que tout le monde soit à l'aise dans ses baskets et bien dans sa tête. Seulement, l'origine du mal a souvent des sources diverses et variées. Et donc, c'est ce qu'on appelle des sources. L'origine est multifactorielle, c'est-à-dire que est-ce que c'est la contrariété de croiser son patron le matin qui vous met une peur, ou est-ce qu'en partant de la maison, vous êtes engueulé avec votre conjoint et ça vous met en mauvaise humeur pour la journée? Voilà, ou la voiture qui n'a pas démarré, vous m'aviez dit. Oui, effectivement, c'est un critère que je n'avais pas pris en compte. Mais je le retiendrai. Donc, c'est très complexe, entre guillemets, pour savoir d'où vient la cause pour arriver à pouvoir la traiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que au rythme où vont nos entreprises, compte tenu de l'exigence croissante de nos clients, quel que soit le secteur d'activité, il faut impérativement qu'on ait des modèles très réactifs pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles exigences et donc avoir un staff, quel que soit le rôle du coéquipier, qui soit entre guillemets dans des conditions optimum, concerne l'entreprise et donc l'employeur et l'entreprise doivent s'impliquer dans la qualité de vie de son collaborateur. Donc, il y a plein d'initiatives dans plein d'entreprises. Malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais en particulier dans la PME, TPE, c'est moins visible parce que souvent, ça se traite autour du café. C'est presque la famille dans les petites boîtes. Hein. Et donc, c'est moins perceptible. Il y a moins d'actions peut-être plus visibles que dans certaines grandes entreprises qui mènent des programmes autour du sport. Bon, je sais que Catherine n'était pas très favorable à ce que ce sujet soit dans l'accord, mais il y a plein de raisons et il y a plein de… Alors après, sur le management et sur la… Bon, parce que ce que vous a pas dit Catherine, parce qu'elle ne vous dit pas tout, c'est une cachotière, c'est que effectivement la qualité du travail, c'est une idée fixe de la CFDT, mais le co-management des boîtes, c'est aussi, ça fait partie des idées fixes de la CFDT. Et donc, voilà, pourquoi demain? Parce qu'il y aurait une co-direction entre employeurs et syndicats, ça changerait le modèle et ça le rendrait plus vertueux. Bon, la démonstration n'est pas faite. Bon, on va rester sur la réforme si vous êtes d'accord. Hein, on fera un débat sur ce sujet. Mais alors, j'ai noté le sport, vous ne souhaitez pas, mais on ne va pas l'aborder, mais c'est intéressant quand même. La qualité du travail, c'est essentiel hein, chez les managers. Et comment ils vont l'appréhender, Armel? Il faudra aussi leur dire comment faire, comment sortir ce sujet. Oui, de fait, je pense que pour moi, il y a peut-être plusieurs volets. D'abord, effectivement, la ligne dont parlait Catherine tout à l'heure redéfinissait la qualité des lieux de travail. C'est d'abord une histoire d'affaires perçues, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de travail dans lesquelles on exerce son activité professionnelle. Il y a la capacité qu'ont les acteurs, donc les salariés, à s'exprimer, à agir sur le contenu de ce travail-là. Et c'est à partir de là que va se déterminer la perception de la qualité de vie au travail. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, je fais que reciter, parce que d'ailleurs, l'ANACT reprenait derrière dans ses brochures sur le sujet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les entreprises, on doit être sensibilisé sur ces deux volets-là, et donc du coup, sur les actions qu'on peut avoir et que le manager peut avoir pour faire en sorte que ces conditions soient réunies.
à la fois les conditions objectives dans lesquelles on exerce et puis la façon dont les salariés vont pouvoir être partie prenante de ça et pouvoir exprimer peut-être certaines frustrations, pouvoir être en mode participatif sur certaines actions, pouvoir interagir, voilà, qu'il y ait des choses qui s'élaborent collectivement. Et tout à l'heure, Jean-Luc parlait beaucoup de la question du collectif de travail et qu'on redécouvre que l'entreprise est un collectif de travail. Et ça, je pense que c'est un élément central voilà, qu'on redécouvre d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand ça manque, eh ben, les choses se délitent. Et du coup, le troisième volet qui est lié à ça, c'est la question du sens. Et je pense qu'en tant que manager, on a un rôle central par rapport à cette question du sens. Non pas que le manager invente ou donne le sens, mais par contre, il va permettre à chacun de s'y retrouver et de faire en sorte que le travail qu'on fait prenne sens. Et d'une certaine manière, la qualité de vie au travail, elle se dégrade quand on perd le sens de ce qu'on fait. Non pas qu'il n'existe plus, mais parce qu'on sait, voilà, non, mais parce qu'on ne sait plus le trouver, parce qu'on ne sait plus l'identifier. Et la dimension collective, les temps informels, et puis les conditions objectives, hein, les prises de risques sur certaines activités, les éléments de dangerosité dans le travail, enfin, tous les éléments qui vont jouer, et puis les conditions de manière générale dans lesquelles on l'exerce, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, enfin tous ces éléments-là vont jouer, vont être constitutifs de la qualité de vie au travail. C'est effectivement multifactoriel, donc ce n'est pas un sujet simple à appréhender, mais il est vraiment central. Et pour nous ramener à la question de la santé au travail, bah, on sent bien que c'est un des éléments primaire, on va dire, premier, au sens premier, de cette grande question de la santé au travail. Donc, d'une certaine manière, la question de la formation sur ces questions-là, du coup, est aussi importante. Et c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous questionner sur ces questions-là, sur ce qu'on peut mettre en place comme dispositif de formation pour accompagner les managers, et parfois plus largement, autour de ça. Alors, dernier point de la réforme, c'est le rôle, je reprends ce que vous m'avez dit, Catherine, hein, je me permets, le rôle singulier des services de santé au travail, qui a évidemment pris de l'ampleur avec la crise de la Covid, mais il y a deux aspects. C'est la réorganisation que j'ai beaucoup évoquée avec Jean-Luc, hein, qui voit dans les dépenses de santé beaucoup d'argent dépensé, mais peut-être une réorganisation à repenser, et également l'apport de nouvelles compétences et de la médecine de ville notamment, qui va aussi bousculer certaines habitudes. Catherine, votre point de vue sur le rôle de la santé au travail, 1, son organisation, 2, ces nouveaux dispositifs avec la médecine de ville. Alors, c'est un élément effectivement qui avait été pointé dans le rapport de Charlotte Lecoq, hein, il y a 2 ans et demi, hein, qui, au-delà du diagnostic, proposait quand même un scénario très disruptif auquel on avait à la CFDT quand même bien adhéré, avec la mise en place de France Santé Travail au niveau national qu'au niveau régional, pour justement élargir les compétences dont les entreprises avaient besoin, notamment les plus petites, pour faire de la prévention et pas que du suivi individuel des salariés. Je vais me répéter, Jean-Luc l'a entendu je ne sais combien de fois pendant la négo, mais voilà, bouge-toi les oreilles. Derrière santé au travail, il y a certes santé, mais il y a aussi travail. Et pour le coup, là aussi, et donc il faut sortir d'une approche médicale et médicalisée de la santé au travail. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup parlé et nous, c'est la première fois qu'on vous entend, donc faites comme si c'était la première fois. Désolée Jean-Luc, je vais remettre une couche là-dessus. Et donc, derrière, les services de santé au travail et notamment interentreprises, qui sont ceux qui accompagnent les plus petites entreprises, celles qui ont besoin justement d'être accompagnées, pour certains, ont la taille critique et les compétences qui vont bien, et pour d'autres, ça nécessite justement de prendre un peu d'ampleur et au-delà d'avoir des équipes pluridisciplinaires, d'avoir des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire qui peuvent aussi s'appuyer sur des visions telles que l'ergonomie, la sociologie du travail, etc., qui sont des compétences dont, en fonction des besoins, parfois les entreprises ont besoin au regard de leurs problématiques. Donc, il y avait une nécessité de transformer effectivement cette organisation à partir du scénario Lecoq qui était extrêmement disruptif, et puis on a vu ce que ça engendrait. On a bien vu collectivement que ce n'était pas la voie de passage qui permettait de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, au final, on s'est plutôt recentré dans
dans l'accord sur la proximité avec ces services de santé au travail, avec cette ouverture, cette articulation avec la médecine de ville, donc la mise en place des médecins praticiens conseils, qui pour autant ne sont pas forcément la solution miracle, mais peuvent être intéressantes justement pour suivre la santé des salariés qui ont le moins de risques dans leur travail. Modulo, ça c'est tous les enjeux de la mise en œuvre concrète. Modulo, le fait qu'entre les médecins praticiens correspondants, les services de santé au travail, il y ait bien une collaboration qui puisse vraiment prendre en compte les réalités du travail. Voilà, donc au demeurant, l'ouverture à cette médecine de ville et avec la mise en place des MPC se fait aussi en regardant dans les services de santé au travail non seulement quelle est la bonne taille critique, quelles sont les compétences à avoir, donc ça re-questionne aussi comment les médecins du travail reprennent leur place, comment les infirmiers en santé au travail ont un peu plus de délégation, etc. Et puis, l'accord le précise bien, il y a des missions autour de la prévention, il y a des missions autour de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un vrai enjeu pour aujourd'hui et pour demain, et il y a des missions sur le suivi des salariés. Et donc, c'est tout l'enjeu, justement, aussi d'avoir à la fois la taille critique et les bonnes compétences qu'ils font. Pour autant, il y a aussi une articulation à avoir avec les autres acteurs qui font de la prévention, qui sont à la fois les acteurs du handicap, par exemple, ou qui sont les acteurs qui ont des compétences historiques, j'ai envie de dire, sur la question de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, qui sont le réseau ANAC-TARACT, ou alors les préventeurs que l'on trouve dans les CARSAT. Donc, un des enjeux, c'est l'articulation, notamment au niveau local, de tous ces acteurs-là. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer que ça va changer l'organisation, les nouveaux interlocuteurs, les nouveaux professionnels, comment ça va s'organiser? Parce que j'en ai quand on préparait, vous me disiez ce qu'on a connu hier, avec des bureaux peut-être plus concentrés, des bureaux plus pluridisciplinaires. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, comment dire, c'est pas parce qu'on l'a inscrit dans un accord que d'un coup tout va se faire. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait à un moment donné une prise en compte et une conviction commune et collective qui puisse se faire de l'intérêt de faire changer les choses et pour faire en sorte que la mayonnaise prenne, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, on a tous un rôle, et en particulier les signataires de l'accord que nous sommes, mais tout de notre côté, tous les militants qu'on a dans les entreprises, dans les branches, au niveau territorial, dans les services de santé au travail, etc. Et de la même façon, au niveau des employeurs, du management, et puis des autres acteurs. Il y a à un moment donné aussi le fait qu'il y a une proposition de loi qui va venir acter et, je dirais, inscrire dans le dur un certain nombre d'éléments. Il y a un engagement collectif qui doit aussi se faire, mais tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Hein. Il faut bien évidemment qu'on avance. La volonté, Jean-Luc, me semble-t-il, c'était un peu de bousculer l'organisation qui n'était pas optimum, enfin, me semble-t-il. Oui, effectivement, donc pour compléter ce que vient de dire Catherine, c'est qu'en matière d'organisation, on a souhaité mettre un seuil de 75 000 salariés pour chacun des services de santé au travail. Vous avez beaucoup de services de santé au travail qui ont 20 25 000 salariés. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'on pense qu'il faut obtenir une taille critique, non seulement pour faire des économies de gestion, mais surtout pour être en capacité de développer des équipes pluridisciplinaires par grande famille de métiers. En clair, ce qu'on reproche souvent aux médecins et aux équipes pluridisciplinaires, c'est que ce sont des généralistes, alors qu'on attend d'eux une prestation de spécialiste. Et donc, c'est très compliqué pour les équipes pluridisciplinaires de sauter du commerçant à la société high-tech, à l'industriel à 14 heures et on finit chez l'artisan maçon à 16 heures. C'est très compliqué, entre guillemets, d'avoir une connaissance précise des secteurs d'activité. Si on arrive à avoir des services qui ont cette taille critique, alors on pense qu'on aura une reconnaissance du service rendu par cette expertise des équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est le pari de la spécialisation. Deux, on n'en a pas parlé, mais ce qui est important, c'est qu'un socle commun à l'ensemble de ces services va être institué.
hein, ce qui générera une cotisation qui sera harmonisée, et que, au-delà du service, c'est une première et c'est une innovation dans le cadre de l'ANI, on va venir certifier par un tiers de confiance, on va certifier que le process, c'est la façon d'apporter le service, est le même partout. Et cette certification servira au direct pour, entre guillemets, renouveler l'agrément pour les services. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va venir, entre guillemets, exercer un contrôle bienveillant sur les bonnes pratiques des services pour justement apporter la garantie aux utilisateurs que, où qu'ils soient, ils sont traités, entre guillemets, avec la même volonté, la même qualité de service. Et puis, je le dis parce qu'on ne le dit jamais assez, mon cher Gilbert, c'est que remercions les employeurs d'avoir effectivement poussé cette porte du MPC, hein, du médecin praticien correspondant, pour trouver une solution, alors qui n'est pas idéale, mais entre guillemets, c'est une solution. Vous savez comme moi que la démographie des médecins du travail ne nous est pas favorable et que aujourd'hui, vous avez un certain nombre de médecins de ville qui, naturellement, de par leur formation, jouent la carte de la complémentarité avec les spécialistes. Mais bizarrement, il y avait une cloison entre la médecine de ville et la médecine du travail. Et ce qu'on a souhaité à travers ce statut du MPC, du médecin praticien correspondant, c'est de créer des passerelles pour, pourquoi pas, après un professionnel qui a fait de nombreuses années éreintantes en tant que généraliste, se dire je vais peut-être finir ma carrière dans un service de santé au travail parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec eux. C'est un environnement qui me plaît. Et si on ne se fait pas se rencontrer les uns les autres, comment voulez-vous, entre guillemets, se comprendre et collaborer? C'est une des ambitions de l'ANI. On voit bien enfin, on peut se le dire quand même, ça marchait pas assez bien jusqu'à maintenant. Catherine, Jean-Luc, Armel, la santé au travail, enfin les services tels qu'ils étaient aujourd'hui organisés. Catherine, je vous vois dubitative. Je pense que c'était très hétérogène, les services de santé au travail inter-entreprise. En fonction des territoires, en fonction de l'histoire, on a toujours des services qui font très bien le job, y compris qui ont traversé la crise sanitaire en étant à l'initiative, etc. Et puis d'autres où c'est pas tout à fait ça. Effectivement. Voilà. Après, derrière la question des services de santé au travail, il y a aussi toute l'articulation à faire avec les services de branche, les services autonomes aussi, qui sont assez intéressants parce que, comment dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'accord tel qu'on l'a négocié, bien évidemment, il y a une focale sur les services de santé inter-entreprises parce que ce sont les PME qui ont le plus besoin d'être accompagnées. Au demeurant, il se passe aussi des choses dans les services dans des grandes entreprises qui ont d'autres moyens, etc. Et qu'un des intérêts, c'est aussi de regarder comment tout ça collabore. Voilà. Donc, le pari, c'est quand même transversalité, collaboration, complémentarité, et d'arrêter de se raisonner chacun dans son couloir et de dire qu'on a des compétences complémentaires et que, pour le coup, ça doit servir aux entreprises, aux employeurs, salariés, etc. Donc là, il y aura un boulot un travail. Armel, vous vouliez dire un mot? Oui, pour rebondir sur ce que disait Catherine à l'instant, moi je suis assez d'accord sur cette histoire, enfin cette question d'hétérogénéité. On avait des situations très différentes. Moi, pour avoir travaillé dans des structures de taille très différentes, des structures privées, publiques, de la petite TPE jusqu'à la grosse boîte, c'est vrai qu'on a des réalités très différentes qui avaient clairement un problème d'image d'un certain nombre de services de santé au travail, de médecins de prévention, et que il y avait clairement un enjeu. Donc de ce point de vue-là, je pense que, enfin, sans être spécialiste et expert de cette question, on peut que se réjouir des évolutions qui vont être apportées. Je pense aussi, et ça rejoint ce que disait Jean-Luc et qui a fait écho à partir de mon expérience, c'est l'enjeu de compréhension des enjeux des entreprises par la médecine du travail. Et de fait, cette montée en compétences va permettre, à mon avis, d'avoir un meilleur dialogue et quelque part, on va dire, un socle commun d'échange entre l'entreprise d'un côté, les médecins du travail, parce que comme le disait Catherine tout à l'heure, c'est la médecine du travail. Et donc, ça apporte un certain nombre de spécificités dans la façon d'exercer et dans la façon de prendre en compte la réalité de l'entreprise dans laquelle le salarié
vit, évolue et est confronté à un certain nombre de problématiques ou de difficultés d'ailleurs. Et donc, si on n'est pas conscient de ça, si on n'est pas capable de discuter avec le manager de l'entreprise, du service ou de l'entité dans laquelle évolue le salarié, on ne comprendra pas toute la problématique. Et donc, il y a des enjeux, à mon avis, assez importants autour de ça pour qu'il y ait une vraie efficacité et du coup un service rendu et à l'entreprise et à chacun des salariés qui vont consulter le médecin du travail pour justement qu'on apporte les bonnes réponses. Et à mon avis, autour de ça, il y a des enjeux auxquels, je pense, sur lesquels on va progresser. Alors, il y a un sujet aussi, moi, que j'aimerais aborder, vous allez me dire, parce qu'on aurait pu l'aborder avant dans la première conférence, je me permets de l'aborder avec vous, c'est qu'il y a un problème quand même d'attractivité de la santé au travail. Les médecins, ils ne se précipitent pas pour être médecins du travail. Les professions libérales, ce qui explique d'ailleurs qu'on l'a ouvert à la médecine de ville pour essayer d'avoir des compétences supplémentaires. J'imagine, hein, je me place. Est-ce que vous avez travaillé sur cette attractivité ou il faut simplement revaloriser ce service, cette singularité du service, comme vous disiez, Catherine? C'est un sujet qui est malheureusement pas récent, hein, la question de l'attractivité de la médecine du travail. On l'a pas traité en tant que tel dans l'accord. Au demeurant, quand on essaye de replacer le médecin du travail dans le service de santé pour qu'il soit à la fois spécialisé sur certains suivis de salariés, etc., mais aussi qu'il ait un rôle beaucoup plus global, j'ai envie de dire, de manager de l'équipe pluridisciplinaire, et puis y compris de regarder comment il peut collaborer avec les acteurs externes en fonction des compétences dont le SSCI a besoin pour répondre aux besoins des entreprises. Je pense que ça peut être un des éléments. Voilà, mais la question de l'attractivité, le parcours du médecin du travail, la reconnaissance, etc., elle est pas nouvelle. Je pense que ça passe aussi, ça a été montré depuis pas mal de temps, par la nécessité que le médecin du travail en particulier, mais son équipe de manière plus globale, soit en prise avec les réalités et donc soit dans une proactivité pour aller sur le terrain. Et très régulièrement, ce qui peut être aussi reproché, c'est le médecin du travail. Ah bon, moi je l'ai vu lors de ma visite médicale, mais autrement, je ne l'ai jamais vu. Il n'est jamais venu s'intéresser collectivement, quelle que soit la taille de ma petite boîte, à mes problématiques. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Donc, il y a tout un enjeu aussi très pédagogique à refaire ce lien. Et je pense que le fait que les services de santé au travail, et d'ailleurs certains ont déjà pris l'initiative et anticipé, de dire dès qu'il y a une entreprise qui adhère, on va la voir, on explique, on fait des réunions collectives, etc., etc. On explique comment on peut aider. Tout ça, ça fait partie aussi d'une dynamique pour redorer globalement, j'ai envie de dire, la médecine du travail, le secteur de la santé au travail, qui, je le répète, intéresse le médecin du travail, mais qui embarque aussi tout d'autres compétences qui sont nécessaires au niveau collectif. Jean-Luc. Alors, pour répondre à votre question, mon cher Gilbert, je vais mettre ma casquette CFDT. Et la réponse, elle est simple. C'est par la qualité du travail. C'est-à-dire que la mission qu'on a dans cette réforme, c'est d'en faire des super spécialistes, des managers d'équipe. Et donc, je pense que un jeune qui se prépare à ces métiers de la santé, il va se dire le seul endroit où demain je pourrais manager des équipes, où je serai reconnu comme étant un hyper spécialiste, parce que les cas simples, on l'a vu, iront à la médecine de ville ou aux infirmiers en pratique avancée. Eh bien, c'est à travers la qualité du travail qu'on sera en capacité de faire la promotion de ce job. En tout cas, nous, partenaires sociaux, les seuls moyens que nous avons, c'est de travailler sur ces sujets. En plus, vous me disiez, en plus, ils sont bien payés. C'est même pas une histoire de salaire, c'est vraiment une histoire d'attractivité, là, purement. C'est ça qui est absolument incroyable. Armelle, un mot aussi sur l'attractivité. C'est un sujet sur lequel il faut travailler, hein, parce que ça fait partie aussi de la revalorisation de ce service au niveau des entreprises. Ah ben, on le voit bien. Alors, le CNAM n'est pas positionné sur la formation des médecins, donc j'aurais du mal à parler sous cet angle-là. C'est à peu près une des seules formations qu'on ne fait pas, d'ailleurs, dans les domaines professionnalisants. Mais
clairement, la question du rapport entre l'attractivité des métiers, l'image, et puis du coup l'appétence pour les personnes qui se forment sur ces questions à aller, et notamment du coup à aller vers la santé au travail, c'est des questions qui sont extrêmement fortes, mais je dirais qu'ils s'appliquent sur tous les métiers, hein, et on sait bien que certains métiers sont plus attractifs que d'autres, certains secteurs sont plus attractifs que d'autres. La question c'est quel levier on a. Voilà, j'aurais peu de choses à rajouter à ce que vient de dire Jean-Luc. Alors, on y va parce que, comme je le disais, je me suis fait engueuler lors d'un précédent webinaire parce que je ne posais pas les questions. Alors, je regarde. Alors, très fort le MEDEF, bravo. Les psychologues arrivent, même si c'est encore trop timide. Alors, quid des branches professionnelles, quid des CCI? Les CCI, je ne pense pas qu'ils aient à faire. Les branches, est-ce qu'ils auront un rôle dans votre… Un mot rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Catherine? Si Catherine Jean-Luc. Ouais, si Catherine m'y autorise, parce que je demande toujours autorisation avant de parler à Catherine. Il s'est passé des choses durant cette négociation qu'on ne veut pas savoir. Hein. Non, vous ne saurez rien. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre de branches professionnelles qui ont des services de branche. Et puis, en plus, nous, en tant que service Interpro, on a aussi besoin de l'expertise des branches, ne serait-ce que dans notre projet de ces équipes pluridisciplinaires spécialisées. En clair, on a besoin de tout le monde, mais les branches ont une vraie expertise pour l'évaluation des risques et les plans d'action qu'on peut conduire pour justement endiguer ces risques dans l'entreprise. Catherine, rapidement, mais je vous pose la question tout de suite, vous répondez aux deux, parce qu'il y a une question sur les TPE qui est très intéressante. Quid pour les TPE, hein, pour les aider avec un accompagnement pratico-pratique, qui peut les accompagner, voilà. Alors, je vais répondre, je vais faire effectivement d'une pierre deux coups parce que les branches professionnelles, pour compléter ce que Jean-Luc a dit, il y a aussi un rôle de dialogue social, de définition de ce que c'est que les politiques de santé au niveau des branches, au niveau des secteurs d'activité en fonction des risques spécifiques. L'accord reprécise que les branches ont un rôle à jouer en matière de documents uniques, justement, qui est la base des politiques de santé. En matière de formation, il peut y avoir aussi des formations spécifiques en fonction des risques, etc. Et que tout l'enjeu, c'est d'être aussi support et de pouvoir fournir un certain nombre d'outillages aux entreprises et notamment aux plus petites. Et puis de manière très concrète, très factuelle, les premiers acteurs pour accompagner les TPE, PME, c'est bien les services de santé au travail, interentreprises en particulier, mais de branches aussi. Modulo la nécessité d'avoir d'autres compétences supplémentaires en fonction des besoins. Ok, ça y est, c'est fini. Comme disait Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. Superbe chanson d'ailleurs, en fait. Je ne sais pas pourquoi je parle de Jean-Louis Aubert, vous m'avez inspiré, sans doute. Armel, Jean-Luc, Catherine, alors merci beaucoup parce que c'était clair. C'est important de maîtriser ce sujet en cette période de pandémie. Hein, vous vous doutez bien que on va tous avoir le regard fixé vers le service de santé au travail. On l'a vu, Catherine, c'est beaucoup plus simple dans les services intégrés. On avait Saint-Gobain, 200 000 collaborateurs, 35 000 en France. Bon, le service de santé au travail, il est consubstantiel à l'existence même de l'entreprise parce que s'il n'y en avait pas, ça poserait d'énormes problèmes. On voit bien qu'il y a tout un volant d'entreprise, 1 et 100 salariés qui peuvent être parfois, alors même s'il y a des obligations légales, on voit bien qu'il y a un chantier important. Jean-Luc, il appelle de ses voeux une meilleure productivité, hein, pour reprendre un terme qui est si cher aux chefs d'entreprise dans la gestion de la médecine du travail, une plus grande efficacité pour Catherine, hein, c'est déjà bien, pour faire de la meilleure prévention. Armel sera toujours là avec le CNAM, on le souhaite de toute façon. Merci beaucoup. Armel, vous répondez, il y a une question sur la SNCF et on reçoit des remerciements, ça veut dire qu'on a été très bon. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.